people! Coucou, comment est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à tous m'entendre ou pas? Je crois que oui, donc c'est bon. On lance un live sans problème sur ce point-là pour l'instant. Non, faut pas dire pour l'instant, on touche du bois, tout va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Creatalk, épisode 5, let's go! On est toujours là pour vous présenter cette émission bimensuelle qui porte sur, est-ce que vous avez révisé l'art, la culture et la création? Comme d'habitude, je me présente, je suis votre hôte Augustin Delaperrière, alias ADL Poki. Merci à tous d'être là. Que ce soit en direct, coucou, il y a des nouveaux, ça fait trop plaisir, bienvenue. Et puis bienvenue évidemment encore une fois à tous ceux qui viennent et qui reviennent à chaque fois, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, vous qui êtes en direct, à interagir, à poser des questions, coucou le planche, coucou Moïse. Coucou à Rourouloulou, directement. Bienvenue, installez-vous tranquille. N'hésitez pas à poser des questions pendant le live, c'est le but, à réagir, à nous parler, à envoyer des petites émotes. Vous pouvez voir qu'on a une nouvelle émote, Créabot, la mascotte de notre émission. Voilà, c'est le but d'être en live avec nous. Mais si jamais vous n'êtes pas en live, coucou à vous qui nous regardez en rediffusion sur YouTube. Ça fait plaisir de vous revoir aussi en rediffusion. Ou encore, et alors là, j'ai des nouvelles pour vous. Attention, peut-être que vous nous écoutez en format podcast. Et oui, il y a une grosse nouvelle. On est maintenant depuis samedi, on est en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, application de podcast en tout genre. Vraiment, il y en a plein, on est sans doute dessus. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de regarder tout le live, si jamais vous n'avez pas la possibilité de regarder la rediffusion YouTube, vous pouvez nous écouter notre douce voix tranquillement, par exemple dans le bus, sur le trajet du travail ou dans la voiture ou quoi, je ne sais pas. Un peu de culture, ça peut être pas mal. Mais bon, ça, évidemment, vous le saviez si jamais vous suiviez nos réseaux Creatalk Show sur Instagram, Facebook et sur Twitter. Voilà. Petite news, on est content, franchement. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à nous suivre, encore une fois, sur toutes les plateformes. Allez, bon, on a fait notre petit instant promo. Maintenant, on revient à l'épisode, s'il vous plaît. L'épisode du jour, on va discuter de beaucoup de choses, artistiquement parlant, puisque notre invité ce soir est une personne qui fait beaucoup de choses artistiquement parlant. On aura évidemment notre aparté du soir, C'est pas le destin, qui revient pour la première fois depuis qu'on a lancé officiellement Creatalk. Ils sont apparus dans Creachill, mais ils seront là ce soir avec nous pour nous présenter un joli aparté et la chronique Où est le JV. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter de tout ça. Trêve de blabla, Game Master, travaille pour des escape rooms, design de jeux de plateau, écriture de films ou de pièces de théâtre et encore plein d'autres trucs. On va parler avec Elise Mio. Sans plus attendre, je vous lance la petite introduction pour vous la présenter. C'est parti, Elise. Hello! Soir, Bonsoir, c'est bon, on t'entend, on entend tout le monde, exceptionnel. Ça super. marche. Les caméras marchent pour l'instant. Bonsoir. Je suis ravi Mais bonsoir. de t'accueillir sur le plateau de Creatalk. Et quel plateau, dis donc. Waouh. Et je Euh, suis ravie d'être là aussi. Super, ça nous fait trop plaisir justement pour pouvoir discuter avec... comment est-ce qu'on pourrait te décrire? Moi, j'aurais juste envie de dire une créatrice. Parce que voilà, tu fais, comme j'ai dit juste avant, tu fais plein de choses. Euh, Notamment, moi, il y a une chose dont je voudrais te parler directement. Voilà, entrée de jeu. J'ai envie de parler de la nef volante. Ton projet où tu fais plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et un peu de ce que tu fais justement à travers ça? Alors, déjà,
petite blague pour commencer, parce que j'ai travaillé pour un studio de création de jeux qui s'appelle Entrée de jeu. Ah bah, Donc, tu as quand même réussi à mentionner deux projets artistiques que j'ai menés ou auxquels j'ai pris part. directement, c'est des easter eggs. Euh, et oui. Euh, alors, la nef volante, euh, à la base, je me suis dit que comme je fais beaucoup, beaucoup de choses différentes dans la création, je me suis dit qu'il faudrait quelque chose qui puisse tout regrouper et dans lequel on n'aurait pas l'impression que ce soit vraiment un gros chenil. Et du coup, bah, la nef volante, parce que c'est déjà un moyen de transport qui est imaginaire, enfin en tout cas que qu'on n'a pas ici, disons, dans cette réalité-là. Et que c'est aussi un transport qui vole dans les airs et puis qui se déplace aussi dans l'imaginaire. Et je me suis dit que ça pourrait transporter avec lui un petit peu toutes mes activités et tous mes projets. Mon mic a cut. Ah non, c'est bon, on m'entend. Je suis désolé. Bah voilà, le fameux problème technique dont je parlais est arrivé. Je n'entends plus rien. Ouais. Donc a priori vous m'entendez. Je propose, en attendant que j'essaye de trouver une solution, que tu puisses nous expliquer un peu ce que tu fais. Maintenant, Quel enfin, projet, quel type d'art, etc. Ouais. alors là, on a tourné en août un court-métrage que j'ai écrit et que j'ai réalisé euh, en collaboration avec Louis Rouquette de Black and White Productions de Lyon. Et sinon, là, je travaille, bah, j'ai un travail qui est plus ou moins alimentaire, parce que disons que ça m'épanouit énormément, mais je suis chargée de communication pour un théâtre à Bienne en Suisse. Du coup, bah, comme j'ai ce travail-là qui me prend beaucoup de temps, bah, ça me permet aussi de créer et puis de faire un petit peu de ludification pour certaines actions de com. Et sinon, là, j'ai surtout le court-métrage qui est sur le feu. Et puis, en mars l'année prochaine, il y aura une convention de GN sur laquelle je vais organiser des jeux. Pour l'instant, c'est surtout ça qui est prévu. Ok, ok. Bon, c'est bon. Je crois que le son m'est revenu. Tant mieux. Hein. Parfait. Terrible. Donc, tu bosses sur plein de projets en fait. Euh, on, on va discuter un tout petit peu. Tu as dit le mot GN. On va discuter Oui, un petit peu de ce que c'est. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Vite fait, une tout petite à fait. présentation. Alors, le GN, déjà, ça vient de jeu de rôle grandeur nature. En anglais, ça se dit LARP pour Live Action Roleplay. Et en fait, euh, pour faire très court en une phrase, bien que ce soit très compliqué à expliquer de quoi il s'agit, euh, c'est un jeu de rôle immersif dans lequel on interprète ou on improvise un personnage qu'on a reçu. Ok. En d'autres mots, en fait, bah, on est plongé dans un univers donc avec un réel lieu, par exemple, si on est bah, sur une école de magie, on sera vraiment dans un bâtiment qui a une forme d'école de magie, qui a peut-être des maisons différentes si on prend quelque chose un peu sur le type de Harry Potter. On aura des costumes, bah, par exemple l'uniforme des écoles, on aura des baguettes magiques et on aura une fiche de personnage. Et à partir de là, on va improviser notre personnage et se mettre dans sa peau pour le vivre, en fait. Ok. Donc, c'est vraiment une expérience du type ludique où Ouais, chacun interprète et est en immersion vraiment dans un univers qui, du coup, est créé par des gens et toi, tu fais partie de ces gens qui créent ces univers-là et ces jeux-là. On va discuter pas mal de ce qui rentre dans le cadre de comment est-ce qu'on construit un GN avec du coup les deux loustiques qui vont nous faire notre chronique jeux vidéo, justement, ils vont nous parler de ça et ensuite je pense qu'on pourra vraiment rentrer là-dedans et discuter beaucoup de ça. Je propose qu'on regarde une petite présentation que tu nous as envoyée, un petit teaser de, euh, d'un jeu de rôle sur lequel tu as
travaillé ou dont tu as participé? Euh, Ceux-là, j'ai participé ok. Donc, tu as participé en tant que joueuse. en tant que joueuse, ouais. Ouais, ok. Donc, on va montrer. Lequel est-ce qu'on peut montrer? Tiens. On a. Bah, tiens, t'as parlé d'univers type Harry Potter. On va montrer celui que tu m'as envoyé qui est dans l'univers Harry Potter, College of Wizardry. On vous montre ça. Have you ever dreamed of being a witch or a wizard? Then maybe I can help. My name is Klaus Rostel, and I'm the project coordinator for College of Wizardry. College of Wizardry is a 4-day event where you get to play a student with extraordinary abilities at a magical school, full with bumbling professors, troublesome ghosts, a little intrigue, and magical creatures in the forest. The location? The fairy tale castle of Choha in Poland. The castle looks amazing in itself, but we also use a lot of energy to make it even more magical. We have a big scenography team that prepares everything, from the potion cellar to in-game posters and classroom decorations. We also help the professors with things for their classes. After all, not everyone has a complete set of alchemy ingredients at home. College of Wizardry is alive. That's live-action roleplay if you're unfamiliar with the term. Everyone has a character, but there's no script. At LARP, everything is improvised. It's kind of like when children play Let's Pretend, except we have better costumes and more complex stories. And when people ask us, why participate in LARP? The answer is simple. It's a little bit like being a part of a movie where everyone is in the main character in their own story. And that's a lot of fun. The LARP takes place in a fictional world of our own making. In this world, magic is real and exists in the shadows, but it's still the modern world. So, at College of Wizardry, long flowing robes and dragon-tooth wands with jeans and leather jackets. During the event, the participants dress up in costume and pretend to be their characters. Some play professors, teaching classes in potions, herbology and magical creatures. Some play students, learning about different magical subjects, exploring the castle and getting into trouble, or maybe trying to stay out of it. Who's behind this, you may wonder. College of Wizardry is organized by two volunteer organizations, Lifon from Poland and Rollspelsfabriken from Denmark. You can participate in one of the events or get your own personal magical wand. You can also get to be the headmaster of your own magical college for a few days. After all, magic may not be real, but we can still do something magical together. Thank you for listening. Ok. Bon. Mon petit bug son m'a un petit peu perturbé, mais c'est bon, normalement tout est revenu à la normale. C'est assez insane comme création comme ça. Donc toi, tu as participé Ouais, à celui-là? alors oui, moi j'ai participé en tant que joueuse à celui-là, donc c'est un GN qui se passe en Pologne et c'est un GN international. Donc c'est assez fou déjà parce que tu as vraiment des personnes qui viennent de partout dans le monde, où j'ai rencontré des personnes qui venaient de Taïwan, d'Israël, Ah, génial. d'Amérique. Et
Et du coup, c'est assez dingue parce que tu joues avec les personnes, enfin avec leurs personnages. À la fin du GN, bah, tu les rencontres, elles en tant que elles, enfin, qui elles sont vraiment. Donc, tu te rends compte qu'elles collent pas du tout aux personnages qu'elles ont interprétés pendant tout le week-end. Et en fait, là, tu dis, ouais, en fait, j'ai l'impression de te connaître, mais tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Parce que, en fait, tu découvres pour de vrai la personne que après le jeu. Donc, c'est vraiment une sacrée expérience. Ouais, parce que donc là, vous arrivez tous et le but, c'est vraiment de se mettre en immersion et de Mhm, se retrouver à vivre un scénario qui est déjà prédéfini, à simplement vivre mhm. dans l'univers. Est-ce que ce sont des choses qui sont bah voilà, prédéfinies ou juste vous êtes là pendant une journée, ça dure même, enfin, pendant un temps et qu'est-ce que vous y faites en fait? Comment est-ce que ça se construit? Alors, vous remarquerez assez vite que la réponse que je donnerai la plupart du temps aux questions qu'on me pose sur le GN, c'est ça dépend. Parce que déjà, il y a des GN qui sont vraiment en fil rouge et du coup, en tant que joueuse, tu as juste à suivre ce qu'on te met sur le chemin, disons, où bah, le scénario te guide et toi, tu improvises juste comment ton personnage réagirait. Et sinon, bah, tu as aussi du GN où on appelle ça du GN bac à sable, où en gros, on te donne juste un univers, comme le GN Talahit que j'avais fait, où là, on a juste le scénario, enfin, la situation de base qui est trois peuples qui, après une très longue guerre, se rejoignent et se disent, bon, on est tous à bout du budget, enfin, on a tous la famine et puis plus d'argent, et puis ben, tout le monde est en train de crever, donc venez, on s'arrête et on discute. Et en fait, bah, c'est cette grande discussion entre les trois peuples et trois autres représentants d'un peuple qui est quasiment mort, dont je faisais partie. Et du coup, là, on nous dit juste ça. Donc, tu as cette soirée, et puis avec le background que toi, tu as en tant que personnage, tu traverses cet univers-là, en fait. Ok. Et donc vous vous construisez chacun un univers avec des règles spécifiques, c'est-à-dire que vous avez une base de l'univers et il faut que vous vous construisiez un personnage pour pouvoir interagir les uns avec les autres et avec l'univers, c'est ça? C'est ça. La plupart du temps, l'organisateur, donc la personne qui écrit le GN, nous donne déjà une fiche de personnage préécrite, donc on a juste à lire et à incarner ce qui est écrit. Hmm. Après, le choix du joueur ou pas de suivre à la lettre ou bien tout d'un coup de dire bah non, je m'écarte de ce qui a été écrit parce que mon personnage peut changer en cours de jeu comme un être normal en fait. Ouais. Et sinon, ça arrive de temps en temps où c'est nous-mêmes qui écrivons notre personnage et, euh, et ensuite ben, on réagit avec ça. Ça se fait de temps en temps, typiquement dans les GN internationaux, il y a énormément de joueurs où du coup on se crée nous-mêmes notre background. Ah oui, Et c'est compliqué de créer un personnage pour autant de joueurs. J'imagine que tu ouais. sais à peu près combien de joueurs il peut y avoir dans ce genre d'événement? Alors ça va de 2 à plusieurs centaines. Waouh, ok. Ok. Ah, c'est une sacrée organisation. Moi, j'ai une question qui me taraude parce que donc, je viens du milieu théâtral, je fais des études là-dedans. Est-ce que c'est une nécessité de devoir... Ah bah tiens, il y a la même question qui vient d'être posée par Aménir dans le chat. Est-ce que c'est une nécessité d'être bon en théâtre ou en improvisation pour participer en tant que joueur? Non, pas forcément. Disons qu'il y a vraiment des types de gènes qui sont très différents. Moi, ce qui me plaît le plus, justement, c'est du gène qu'on appelle nordique, dans lequel on va justement beaucoup chercher l'émotionnel. Par contre, bah, si on fait du gène plutôt fan, à ce moment-là, il y a un peu une rivalité entre ces deux types de GN où nous on dit que juste tu tapes dessus avec des armes en mousse tout bourrées et eux ils diront de notre GN que c'est des GN à chouine. Du coup c'est vraiment des, des sortes de team
Où, Eh, ouais, où tu fais le jeu qui te plaît le plus, en fait. Ok, donc il y a vraiment plusieurs styles en plus de ça. C'est déjà quelque chose qui Ouais. est très niche, mais il y a encore plus niche petit à petit quand tu vas à l'intérieur. C'est super intéressant à savoir ça. Euh, Donc, toi, tu as principalement cette passion qui est le GN, mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses. Moi, ça m'intéresserait aussi de parler de comment est-ce que tu t'es retrouvé à, par exemple, designer un jeu de plateau pour, je sais plus exactement, est-ce que tu pourrais nous Entrée de jeu. présenter ça? Ouais, voilà, un, un jeu de Mhm. plateau et tu fais du dessin et plein d'autres choses, quoi. Oui. Alors, reprenons depuis le tout début. Donc, en fait, quand j'étais vraiment toute petite, quand j'avais environ 7 ans, je me réveillais toujours la première de ma famille. Et comme je m'embêtais et qu'il fallait bien m'occuper, la plupart du temps, j'allais chercher des crayons de couleur et une feuille et je me mettais à dessiner dans mon coin. Et en fait, le dessin, ça m'a jamais vraiment lâché. Du coup, il y a eu ça d'abord. Mhm. Ensuite, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 11 ans, qui m'a pas lâché non plus. Et en fait, à côté de mes études, je travaillais dans une escape room en tant que game master. Donc là, j'ai commencé pour la première fois à vraiment travailler dans le jeu. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé, on peut dire un peu par hasard, un stage justement dans ce studio de création de jeux de société qui s'appelle Entrée de jeu. Et j'ai postulé, j'ai été prise. Et du coup, j'ai commencé comme ça à créer des jeux de société pédagogiques. Ok. Donc, le jeu de société pédagogique, comment est-ce que tu décrirais ça? Euh, Je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression que c'est déjà tellement clair juste Oui, en oui, tant oui. qu'appellation, mais bah, globalement, c'est l'idée d'essayer d'enseigner des choses ou de sensibiliser à une thématique par une approche qui est ludique. Donc, au lieu de faire une conférence de 2 heures qui va peut-être être barbante, on va proposer aux gens de s'impliquer directement dans l'activité et Hmm, d'apprendre les choses d'une façon un peu détournée, disons. ok. Comment rendre plus fun Oula. Comment rendre plus fun un truc qui pourrait être bah, moins intéressant si jamais c'était pas tourné en jeu. Euh, C'est Pourquoi, ça. tiens, il y a Menhir qui demande pourquoi est-ce que tu te concentres justement plus dans le pédagogique particulièrement? Parce que je pense que je suis très curieuse de tout et que j'adore apprendre. Hmm, Et naturellement, en fait, enfin, j'adore me divertir, mais j'ai toujours cherché une utilité entre guillemets supérieure à juste s'amuser. Et du coup, enseigner ou sensibiliser ou promouvoir quelque chose par une approche ludique, c'est jackpot. ok, tu cherches à ajouter, à apporter quelque chose en plus de juste du divertissement en fait. Alors, c'est Mhm, génial, c'est super, c'est ça. super noble comme quête, je sais pas comment appeler ça, comme job, oui, c'est ça. Euh, Mhm. Tu as aussi, vraiment, quand j'ai un peu regardé ton profil et ce que tu fais à droite, à gauche, je me suis dit, mais attends, mais il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Euh, j'ai envie de parler d'un petit truc que j'ai vu sur ton compte Instagram. Toi qui donc est artiste et qui crée vraiment de tes mains, tu fais aussi quelque chose de très intéressant, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup. Je vais montrer un peu ton compte Insta. Euh, Toutes ces illustrations-là, enfin certaines d'entre elles, pas toutes les photos, si j'ai bien compris, sont des images qui sont créées par intelligence artificielle. C'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse. Tu te retrouves à, à raconter une sorte d'histoire à travers toutes ces images. Lorsqu'on voit toutes tes descriptions, tu racontes une histoire autour d'un voyage.
Ouais, en fait, c'est un combat intérieur forcément que j'ai aussi parce que bah, j'ai illustré des jeux, je dessine moi-même, etc. Euh, et dans les images assistées par intelligence artificielle, bah, il y a clairement quelque chose qui quelque part tue les artistes et les graphistes, les illustrateurs. Et d'un autre côté, bah, c'est aussi une richesse et comme tout, je pense, quand quelque chose de nouveau arrive, ben, il y a certainement des digressions et puis des abus qui seront faits et puis ce sera utilisé plutôt bien ou plutôt mal et il faut trouver le bon équilibre. Et en fait, bah, avec ces images, moi, ça me permet de, de faire voyager justement différemment. Et je pense qu'à quelque part, les intelligences artificielles par ces images-là peuvent booster la créativité des humains pardon, plus que la réfréner d'une certaine manière. En quelque sorte, l'utiliser plus comme un outil artistique pour toi, créer ton histoire, comme tu dis, faire voyager les gens, plutôt que d'en avoir peur, comme pas mal de gens peuvent en avoir peur. Je sais que c'est un gros débat. C'est pour ça que je voulais aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'aimerais bien en discuter avec toi. Mais je suis assez d'accord sur ce point-là. D'utiliser ça comme un outil et bah, raconter une histoire au travers, c'est quand même assez fort. Je propose qu'on se lance dans le visionnage de l'aparté d'aujourd'hui. L'aparté qui est C'est pas le destin, présenté par Max et Jérém. Je vous le lance. Je vérifie que c'est bien la bonne. Et ensuite, on se retrouve juste après. Ok? Tout. Et alors? Cet Halloween avec Pénélope, c'était comment? Putain, tu sens cette odeur là? Il y a un truc qui pue. Ah, oui, bah tu fais bien de me le dire. On t'a ramené un petit cadeau du voyage. Ah putain, vu l'odeur, j'espère que c'est pas les bonbons d'il y a quelques années quoi. Oh, mais pourquoi vous m'avez ramené du fromage? Alors, attends. Je te préviens. Il m'est arrivé un truc de dingue. Mais ça fait peur, alors si je te raconte... Ça fait plus peur que Casper. Tu connais Casper? Oh oui, je le connais. Il fait gentil, mais moi je connais sa vraie nature. Bon, tu vois, on a emménagé avec Pénélope. Et là, j'étais en train de mettre mes slips au fond du placard. Mais non, Max, putain, mais pas des slips. Putain, t'as qu'à me dire des tangas aussi pendant que t'y es. Non, mais c'est parce que j'ai de l'urticaire, donc je mets du coton. Ah, pardon. Enfin bref, il y avait une brochure en fait dans mon placard. Le manoir d'Ankou vous accueille dans les forêts de Bretagne pour une soirée frissonnante à couper le souffle. Alors là, je me dis, déjà un petit appel du destin. Alors j'appelle direct, il me propose la meilleure suite sans problème. Pa pa pa, boum. Le Max il appelle, meilleure suite. Ah vache. Ouais. T'es un chanceux toi quand même, hein? T'as la pièce qui est tombée dans la bonne poche comme on dit. Ouais, c'est ça. Alors tu vois, on prend nos valises, le taxi nous dépose, et là, manoir énorme. Waouh, la villa des cœurs brisés. Ouais, mais c'est là que tout commence. Oh my god. Alors que j'étais en train de remonter dans ma chambre, là il y avait un truc derrière moi. Alors tu vois, je me dis bon, on va essayer d'être rationnel, mais je sens qu'il y a un truc derrière moi. Ouais. Une ombre, tu vois, je vois des trucs. Alors pesant. je commence à accélérer. Donc j'accélère et ça accélère aussi derrière moi. Bon, les gouttes d'eau que j'étais en train de me faire. Ouais. Alors là, je sors la clé de ma poche. Même pas le temps de la sortir, qu'on me saute dessus, on me la prend. Putain, mais putain, on te pique ta clé de piole. T'as une ombre. Ouais. En plus, ça m'a même pas de main, une ombre. Ouais. Et alors là, je commence à lui courir après. Je sais même pas après quoi je cours. Et j'arrive dans une salle de réception énorme, à la Harry Potter, tu vois. Ouais. Et là, il y a de la nourriture qui vole, il y a des gens qui sont habillés bizarres. Et Hagrid, comme ça, qui me fout le chapeau sur la tête. Et là, j'ai même pas le temps d'entendre ma maison, qui a Minerva qui déboule et qui commence à danser avec un squelette qui porte un de mes slips. Oh non, mais c'est dégueulasse. En plus, je comprends pas, les squelettes ils portent jamais rien. Et là, lui, il décide de porter ton slip. Ouais, et au même moment, il y a l'énorme horloge de Stranger Things qui commence à sonner, il y a tout qui tremble. Alors là, je fonce sur la première porte et j'atterris dans un cimetière énorme. Pah. De toute façon, je suis sûr que t'es un poussouf, toi. Tu connais Luna Lovegood? Ouais, je la connais, mais là, c'était pas elle. C'était un truc bizarre qui me dit « Tout va bien, monsieur ?»
C'était qui? C'était Casper. C'était Casper, ouais. C'était Casper et il avait les clés autour de son cou. Alors là, c'est pas le destin, ça? Non, c'est pas le destin. Mais si, c'est le destin. Mais non, c'est pas le destin, Max. Putain, ouvre les yeux. C'est pas le destin. C'est Casper qui te les a piqués et qui t'a fait courir dans tout le château. C'est pas le destin, c'est des conneries, ça. Wake up. Ouais, bah ça, je m'en suis bien rendu compte après parce qu'en fait, il me disait qu'il voulait être mon ami, mais pas du tout. Il a commencé à s'énerver. Et voilà, qu'est-ce que je te disais? On peut pas lui faire confiance. De toute façon, ça se passe toujours comme ça, les relations amicales. Tu fais ami-ami, t'es gentil avec les gens, et au final, on essaie toujours de te baiser. Il m'avait fait la même la dernière fois. Obligé d'appeler des hommes de ménage tellement il m'avait saoulé le type, quoi. Espèce de fantôme narcissique, Casper, j'aurais ta peau. Ouais, mais là, j'ai tellement peur que j'ai trébuché sur une tombe. Et là, je me suis cogné contre une autre et c'était marqué RIP Max. Et voilà, Max, tu vois, tu t'es cogné et t'es mort. Et tu le sais même pas. Non. T'es même pas là pour me parler en fait. T'es un fantôme. GG, je suis pas mort, je suis pas mort. Ok. C'était une charade. Ça voulait dire roule illico presto, Max. Ok, d'accord, mais qui fait ça? Qui met des charades sur une tombe? Je savais pas sur le moment. D'accord. Et là, paf, je fais ma petite roulade, le sol s'ouvre, je glisse dans un trou, j'arrive dans un tombeau avec quelques petites lumières, tu vois, des bougies. Benjamin Gate, quoi. Ouais, mais là, je rigole plus. Oh. C'était la mort, c'était la faucheuse. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Bravo Max, tu as réussi à déjouer mes plans cette nuit. Et pour te féliciter, je vais te découper un petit morceau de fromage. » Et ben voilà, tu vois la mort, on a toujours une impression de « Oh la mort, eh ben elle est sympa comme tout, putain le truc de ouf. » Un bon Halloween mouvementé quoi. Ouais, enfin pour moi, parce que la petite Pénélope, elle a quand même bien profité de son jacuzzi avec les petits bonbons, tu vois. Ouais, mais tu sais Max, un bon petit spa avec des petits bonbons à côté, pas dégueu. Putain, il y a la faucheuse qui aime le fromage. Qui l'aurait cru? Ouais, bah elle l'a cru quoi. Mais en même temps, tu sais, c'était la première fromagère du monde. Ouais, maintenant que tu le dis, pas mauvais son petit 3000 ans d'affinage. Mais au fait, Max? Ouais. Et tes clés? Oh hey, arrête. Casper, lâche-le. Un épisode exprès Halloween. Coucou les deux. Salut Max et Jérém, waouh, vous êtes un petit peu fort. Vous nous avez fait un épisode exprès Halloween pour C'est pas le destin en continuant votre histoire avec Pénélope. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ouais, bienvenue. Je sais Jérém que t'es arrivé un peu à l'arrache. Comment ça va? C'était ok niveau timing? Bah t'es là donc c'est bon. C'est tout bon, bravo pour ce deuxième épisode. Évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir, il est en rediffusion sur la chaîne YouTube. Vous nous avez fait une petite ribambelle de références à la pop culture là. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, nous on aime bien faire ça. On se laisse porter par les idées. Voilà, on voulait faire un truc sur Halloween. Et donc du coup, vu qu'on est à peu près de même âge, c'est assez facile, on a les mêmes références. Donc tous les films, Hocus Pocus, Casper, etc. Voilà, et parfois on a peut-être trop d'idées, donc on essaie de condenser, de les choisir, mais voilà, tu vois, parce que moi j'aurais aimé qu'il y ait les Ghostbusters. Donc Aussi, tu vois, oui. il faut faire des choix, mais c'est cool, du coup on a plein d'idées, et puis à chaque fois on part très loin, donc très présent. Ouais. On a quand même vachement été dans Harry Potter, hein, faut dire là. Ouais, il y avait quand même C'est vrai, on y revient à Harry Potter finalement. Petite pensée pour Robbie Coltrane, vous avez calé Hagrid. Ouais. Moi j'ai une petite question, vous partez en improvisation quand vous écrivez ces petits épisodes-là? Bah là, on a fait un peu différemment pour une fois. Ok. D'habitude, on part en total impro et vraiment, on se laisse une à 2 heures où on reprend à chaque fois ce qui a marché puis on remet des impros. Et là, on a changé un petit peu la méthode. On est parti sur une idée un peu écrite et on a fait de l'impro après sur l'histoire qu'on avait écrite. Donc ça a changé quelques trucs, mais Après oui, nous on a bien improvisé, donc on fait ça tout le temps. Et le souci, je crois que c'était un peu plus difficile cette fois, parce que justement vu qu'on avait écrit l'épisode, tu sais, on s'attendait du coup à ce que l'autre dise sa réplique, quoi. Et donc l'autre à chaque fois surprend l'autre, et en fait on est parti, un soir on est parti pendant 2 heures en fou rire, on n'a pas pu enregistrer, quoi. On a repoussé ça un autre jour. Donc, et je pense qu'on va sortir cet épisode de fou rire parce que c'est trop drôle. 2 heures de Mais ouais. Max et Jérém qui sont en fou rire.
Toi, Élise, quand tu écris, parce que donc tu écris aussi des scénarios et des pièces de théâtre, si j'ai bien compris, encore une chose que tu rajoutes aux choses que tu fais. Euh, Tu as une manière d'aborder ces moments-là d'écriture. Est-ce que tu arrives à partir en improvisation comme font les deux pour trouver une histoire, ou est-ce que tu te poses sur des bases déjà prédéfinies? Alors déjà, j'adore écrire sous pression. Ok. Du coup, du coup, en général, je me mets des contraintes où, par exemple, j'avais écrit une pièce de théâtre pour un concours. Donc, c'était un concours d'écriture et la pièce lauréate se voyait la mettre en scène. Oh. Et là, en l'occurrence, il y avait un thème imposé qui est à vivre son temps. Et du coup, ben, on avait ça, j'ai appris, je crois que c'était en fin d'année ou début d'année, on avait jusqu'à fin mai pour écrire la pièce de théâtre et l'envoyer. Du coup, du coup, j'ai écrit une pièce de théâtre qui parle du suicide assisté en Suisse parce que c'est une question qui est assez taboue et vu que j'aime bien aborder des thèmes, ben, encore une fois, pédagogiques, quelle que soit la plateforme. Du coup, j'ai décidé que j'allais sensibiliser à ça. Donc, ça parle de 3 personnages qui sont très différents mais très complémentaires, qui les 3 veulent mettre fin à leur jour pour des raisons qui leur sont très différentes pour chacun. D'accord. Du coup, j'avais écrit ça. Et sinon, j'ai aussi les 48 heures pour les courts-métrages où on impose un thème, une réplique et un type de film. Et en fait, tu as 48 heures pour écrire, tourner, monter et envoyer le film. Ouais. Et sinon, je fais aussi je participe à un projet qui s'appelle les 144 heures, où là, c'est pour de l'écriture de GN, où on a 3 jours pour écrire un GN. Au début, on fait un brainstorming pour mettre un petit peu des idées de qu'est-ce qui tente le groupe en termes de type de GN, d'histoire, d'univers, etc. Et quand les groupes ont l'air de se créer, après, on a 3 jours pour écrire le GN et les 3 autres jours de la semaine, on les fait tester aux autres participants. Ah ouais. Ah oui, donc vraiment, à chaque fois que tu écris, c'est vraiment sous pression. Alors, pas à chaque fois, mais très souvent. Ouais, pour ces exemples-là, en tout cas, c'est vrai que si jamais on en revient au processus créatif, d'une certaine manière, comment? Ok, je vais le former sous une question et je vais la poser à vous deux, Maxence et Jérém. Quand vous avez énormément de temps, ou quand vous n'avez justement pas beaucoup de temps, quelle est la manière la plus simple, entre guillemets, pour vous de travailler artistiquement, pour créer et finir un projet artistique? Par exemple, pour celui-là, là, on était vraiment en cours de temps parce que voilà, ça arrive. Et on l'a fait en 4 jours. 4 jours. Et donc en fait, alors que le premier, on l'a fait en 2 semaines, 2 semaines et demie, et en fait, quand tu as le temps, tu peux te permettre de te perdre dans des idées, d'aller tester des idées, dire ah ça marche pas, on revient à un truc meilleur ou un truc de base, alors que là, en fait, t'as pas le choix de trouver des choses qui fonctionnent et en fait d'aller directement très droit, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le temps de te perdre. Il y a un truc qui marche et s'il marche, bah tant mieux et tu passes à autre chose. Parce que sinon, là, on se retrouve, en tout cas dans notre cas, on se retrouve avec un épisode qui n'est pas fait. Et donc du coup, il faut présenter quelque chose dans tous les cas. Donc en fait, tu vois, on fait des concessions. On se dit, bah là, j'aurais aimé passer du temps sur ça. Bah là, je squeeze et puis sur ça, je vais pas passer beaucoup de temps, mais ça m'intéresse de passer un peu plus de temps, donc je le fais. En fait, c'est des concessions à faire. Ok. Ouais, mais de toute façon, je pense que je rejoins un peu ce qu'on dit depuis le début, mais c'est vrai que ça marche mieux quand il y a une pression ou il y a un objectif à atteindre. Et quand il y a trop de liberté, finalement, c'est difficile de créer. Quand il y a trop de liberté, j'ai l'impression, enfin pour mon cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais
Mais d'un coup, quand il y a un objectif ou quelque chose à atteindre, ou alors des choses à ne pas faire, bah, du coup, ça aiguille en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai mais après, comme Elisa l'a dit, il faut des contraintes parce que ça te permet d'avoir un but en fait. Alors si tu as du temps et que tu n'as pas forcément de deadline ou de but, bah, justement tu te reposes un peu sur ça, mais que ce soit dans la création ou dans tout, hein, mais dans la création c'est très important de se mettre des contraintes, ne serait-ce que de temps ou d'espace ou de lieu, et comme font les 48, les 48 heures, etc. Donc. Ouais, je vois. Donc finalement, tous les trois, vous retrouvez là-dessus. J'avoue que moi aussi. Euh, on a parlé d'intelligence artificielle juste avant, et avec ce petit dessin animé, finalement, vous faites de l'animation en dessin animé, de C'est pas le destin, bande de créatifs. Euh, j'ai j'ai pensé à quelqu'un, un créateur de vidéos sur YouTube, qui justement arrive à allier l'intelligence artificielle avec la création vidéo. Euh, j'ai un peu envie de vous montrer ça pour peut-être vous donner des idées pour C'est pas le dessin. Qui sait, un jour alors hop, on verra ce genre de choses. Voilà, je voulais juste aussi. Ah, c'est pas du tout la bonne. C'était. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est une animation qui a été réalisée avec l'aide d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire que les dessins ont été créés, ont été dessinés par le créateur. Pour le coup, si jamais vous ne le connaissez pas, il s'appelle Joel Haver, exceptionnel comme vidéaste. Et il utilise en fait une intelligence artificielle pour créer l'animation autour de vraies images. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Encore une fois, c'est un petit peu pour montrer aussi aux gens qui nous regardent, et bon, bah, ceux qui nous écoutent, malheureusement, ils pourront pas voir ça. Il faudra aller voir la rediffusion sur YouTube. Pour montrer comment est-ce que cette intelligence artificielle, que toi tu utilises aussi, Élise, d'une certaine manière, peut nous être utile en tant qu'artiste comme des outils, en fait. Après, si jamais vous, tous les deux, vous voulez créer ça en intelligence artificielle, c'est pas le destin, peut-être, on ne sait pas, peut-être que ça vous donne, donne des idées, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, de pouvoir utiliser et imaginer un monde où pas forcément on est pris, où l'intelligence artificielle prend le dessus sur nous, mais au contraire, on arrive à l'utiliser comme outil. Je trouve ça assez chouette comme monde, quoi, voilà, tout simplement. Je voulais vous partager ça. J'ai une autre petite question qui va être dirigée vers Élise, mais qui est inspirée par Maxence. Je vais vous expliquer. Maxence m'a dit un jour qu'il avait participé à un sport que vous connaîtrez peut-être pour un univers, encore une fois on en reparle, du type Harry Potter, le Quidditch, qui est un vrai sport aujourd'hui. Je voulais savoir si dans le GN, il y a ce genre de... Comment? Parce que le Quidditch aujourd'hui, on n'est plus du tout basé sur l'univers d'Harry Potter, on est d'accord, Maxence? Ouais, d'ailleurs, ça s'appelle plus Quidditch, Ça a s'appelle changé. Quidball. Quidball, Ouais. ça a changé récemment, j'ai vu ça, mais je me disais que pour ceux qui nous écoutaient et qui nous regardaient, ce serait peut-être plus parlant d'utiliser le mot Quidditch. Je voulais savoir si jamais il y avait des jeux de rôle, ou est-ce qu'il y a une part de sport dans certains jeux de rôle comme ça, grandeur nature, ou est-ce que vous préférez simplement un peu vivre votre vie dans l'univers, ou je ne sais pas, peut-être que dans l'univers vous allez imaginer un championnat de je ne sais quel sport inventé. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut se faire, ou que tu as déjà fait, Élise? Alors, tu croirais pas si bien dire, mais Tess, qui était mon personnage au College of Wizardry, faisait partie de l'équipe de sa maison. Donc, j'étais de la maison Moline, qui, en fait, c'est pas les mêmes maisons que Harry Potter, mais c'était aussi des maisons un peu de ce type-là. Et du coup, on n'avait pas du Quidditch, c'était Fireball Dragon. Ok.
traduit en français balle brûlée. Où globalement, on avait des équipes par maison et puis on avait des tournois de balles brûlées dans la cour. Et à la fin, il y avait une sorte de sélection d'élèves pour qu'ils puissent rejoindre les équipes professionnelles. Ok. Et du coup, Tess, donc mon personnage, a participé. Et puis, je l'ai dans un classeur tout là-bas, je le garde dans mes archives. Mais j'ai la lettre de confirmation de l'équipe professionnelle de Fireball que Tess était devenue une joueuse professionnelle de ce sport-là. Exceptionnel. Donc c'est vraiment un truc qui peut se faire de se retrouver à, à être vraiment... qu'on demande d'être sportif quoi, dans les jeux de rôle grandeur nature aussi. Ah, clairement. Après, il y a vraiment des tas de types d'activités physiques. Quand j'étais aussi sur la mer Baltique sur un bateau pirate, bah là, enfin, il y avait l'équipage du bateau qui était présent, mais on devait aussi tenir la barre, on devait tirer les cordes, on avait des faux canons parce qu'on était à 2 bateaux et du coup, on pouvait se tirer dessus avec des faux canons. Et du coup, on avait aussi ça, ou en République tchèque, il y a un GN aussi sur la guerre civile. J'ai peur de dire des bêtises, du coup, je ne vais pas plus m'avancer que ça. Ouais. Si, je devais le faire, mais Covid, et du coup, ça a été repoussé. Mais là où c'est vraiment un GN itinérant sur 4 jours, et en fait, on marche toute la journée, et c'est dans la neige, et puis on se fait tirer dessus, et puis il y a des infirmières, etc. Donc, c'est aussi assez physique comme jeu. Ah ouais, Et donc c'est assez intense émotionnellement aussi. c'est vraiment super étendu toutes les choses qui peuvent être créées dans ces univers-là de grandeur nature. T'as parlé justement de... Ah tiens, on a une petite question, c'est du GN Airsoft. Ça peut exister ce genre de mix? Oui, alors, il y a un petit peu, pas du tout enfin, il y a peu dans le GN que moi je pratique. On utilise un petit peu des nerfs ou des choses comme ça pour se tirer dessus. Mais moi, en tout cas, j'en pratique pas. Ok. Mais ça existe. T'as parlé de ce GN que tu as fait sur la mer, sur des bateaux, etc. Je vous propose qu'on regarde justement ce petit teaser que tu m'as envoyé. On regarde ça et puis ensuite ça va être au tour de la chronique Ouais le JV qui va nous retracer un petit peu l'histoire du GN. Donc je vous propose de regarder ça parce que c'est quand même relativement stylé, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite on se lancera sur la chronique. Wow.
Skull and Crossbones, donc ça c'est un GN auquel tu as participé aussi. Ouais, aussi en tant que joueuse. Ouais, j'ai jamais organisé de GN international parce que ça demande une organisation, un budget phénoménal Ouais, dans lequel je me suis pas encore considérée. c'est vrai que ça a l'air assez énorme. Mais en tout cas, super stylé de voir ça. Petite musique un petit peu composition qui fait référence à Pirates des Caraïbes. Même la police est choisie comme ça. C'est génial, tous les univers que tu nous montres et toutes les histoires que j'imagine on peut raconter avec ça. Ça vend du rêve, en effet. Du coup, moi j'ai une question. Ouais, C'est-à-dire que tous les participants, tous les participants doivent parler anglais, du coup, quand tu fais des GN internationaux, je pense. Enfin, international, pardon. La plupart du temps, quand c'est international, c'est des GN qui sont en anglais. Après, ça arrive d'avoir des GN internationaux en français, par exemple, où du coup, il y a des personnes qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, par exemple. Ça arrive, mais la plupart du temps, c'est en anglais, ouais. Ok. Eh bien, écoutez, on les a vus pendant 0,1 seconde parce que je me suis trompé de caméra. On les a vus. On va maintenant les entendre et ils vont pouvoir nous faire leur chronique Où est le JV et nous parler. Bon, ils vous parleront de ce qu'ils vont vous parler. Apparemment, je me suis trompé quand je les ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est à la place à Où est le JV de Louis et Jules. Bonjour tout le monde. Comment ça va? On est parti pour la troisième chronique. Comment ça va le chat? Avec un titre pompeux, l'historique des genres ludiques du roleplay. C'est parti. On va faire un truc avec un titre un peu de thésard. On va essayer d'établir ce qu'on va appeler un historique ludique, un historique des genres ludiques du roleplay. Il y aura du gène dedans évidemment, mais on n'aura pas que du gène, parce que il y aura aussi du jeu vidéo. Voilà, on n'aura pas la prétention de connaître le gène aussi bien que l'invité. C'est son domaine et pas vraiment le nôtre pour le coup. Nous, on n'est pas particulièrement joueurs de gène, on sait essayer de se renseigner un peu, on connaît de loin, quoi, mais voilà. Mais quand même, quoi. Voilà. On est parti. Déjà, bonjour à tous, comme d'habitude. On s'installe. Toujours la même image, on l'aime bien. On a toujours nos trois os avec des bras. J'en mettrai d'autres un jour, parce que les oiseaux avec des bras, c'est quand même vachement bien, mais bon. On verra ça d'autres fois. Suivez les prochaines chroniques. Oui, voilà, et faites comme nous, et faites comme l'oiseau, soyez un peu pompeux dans vos titres, c'est vachement rigolo. C'est toujours bien. On est parti. Alors oui, du coup, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va vous parler des genres ludiques, de ce qu'on va appeler les genres ludiques du roleplay. En fait, on va surtout parler entre très larges guillemets de jeux de rôle en général, et un peu sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'on va considérer comme forme de jeu de rôle, ce que je vais le définir très rapidement et très grossièrement pour les besoins de cette chronique. Nous, on s'est intéressé à tout ce qui va être pratique ludique, où on va incarner un personnage créé ou non créé, potentiellement référencé d'ailleurs, dans un but de jeu et de divertissement. C'est de ça qu'on va parler, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, et c'est pour ça qu'on a une photo de Dorian sur cette page, déjà parce qu'on l'aime beaucoup, Dorian, évidemment, et aussi parce que si vous ne savez pas, c'est le chroniqueur histoire, philosophie de cette émission, pour ceux qui sont nouveaux. Il sait des choses. Il sait des choses, et bien plus que nous, et on l'aime beaucoup. Mais surtout, du coup, ce qu'on va essayer de faire, pour finir cette introduction, on va parler de plein de genres de roleplay. Et à chaque fois, on va en parler en essayant d'établir un petit historique de ces genres, comment ils sont apparus, à peu près quand, comment est-ce qu'ils ont évolué au fil des années jusqu'à maintenant, etc. C'est ça. Et on en a pas mal, donc on va pouvoir attaquer tout de suite. Mais avant tout ça, on a l'impression de le dire beaucoup, mais on répète qu'on n'est pas du tout historien, qu'on a fait des recherches dans des proportions qu'il fallait, mais qu'il y a peut-être des incohérences ou des petites imprécisions dans tout ce qui concerne le contenu un peu historique de la chronique. Voilà, on est un peu frauduleux. Voilà, on est un peu frauduleux, on a recoupé nos sources, mais si jamais toutes les sources n'étaient pas bonnes, on n'avait pas l'info. Voilà. Mais on a quand même fait notre travail bien, et on va pouvoir s'attaquer tout de suite avec la chose la plus ancienne dont il y a des traces. Et qui est vraiment ce qu'on pourrait considérer historiquement comme l'avènement du jeu, du genre ludique où on incarne quelqu'un ou quelque chose. C'est ce qu'on va appeler les wargames. Et les wargames, qu'est-ce que c'est? C'est je suis étouffé. C'est globalement des jeux de simulation militaire
où on va pouvoir incarner soit un soldat ou autre, soit un général d'armée. Comment ça va se traduire? Ça va donner beaucoup de jeux plateau. Et en fait, le premier qu'on a pu retrouver, enfin en tout cas j'ai pu retrouver dans mes recherches, c'est quelque chose qui date de il y a vraiment longtemps, qui date de 2600 avant Jésus-Christ, qui est un jeu que vous voyez à l'écran qui s'appelle le jeu Royal Dur. Parce que oui, évidemment, il n'y avait pas les gifs à l'époque, mais il y avait déjà des photos, manifestement. On a des photos. Si on en croit Internet, on a des photos d'époque, mais non, on n'a pas des photos d'époque. Mais par contre, cet exemplaire-là est un exemplaire qui est au British Museum, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand même un exemplaire d'époque, et c'est ce qu'on pourrait qualifier de premier jeu où on incarnait quelque chose, et qui servait à des fins ludiques. Aussi à d'autres fins, et toutes les règles d'époque sont perdues. Il existe des règles actuellement, on peut y jouer, mais les règles il y a quasiment des règles de 2600 avant Jésus-Christ, malheureusement, elles ont été perdues dans l'histoire. C'est ça. Et bon, du coup, forcément, depuis, ça a bien changé, les wargames. Maintenant, on va plus définir ça comme une espèce d'ailleurs de jeu de stratégie, ou alors d'outil de réflexion stratégique, où globalement, ce qui va définir si c'est un wargame ou non, c'est à quel point c'est réaliste. Et ça va vraiment être cette idée d'incarner un commandant ou un général qui va pouvoir bouger ses troupes sur une carte, etc. Sauf que ça a aussi évolué sur d'autres formes. Par exemple, maintenant, il y a des jeux inspirés de wargames qui servent à faire de la simulation pour des business ou pour des politiques, qui vont pouvoir du coup en déduire whatever sur le marché et sur les tendances politiques, j'imagine. Ça nous a paru un peu étrange aussi, mais voilà, ça existe et visiblement c'est assez utilisé. Et aussi, et c'est là que nous on va commencer à pouvoir raccrocher nos wagons, en fait toutes les mécaniques un peu de bataille dans les jeux de plateau et dans les jeux vidéo, que ce soit des jeux de plateau ou des jeux vidéo entièrement consacrés à la bataille, ou alors qu'il y ait juste des mécaniques de bataille dedans, ça a plus ou moins été hérité des wargames en fait, et c'est des trucs qui étaient assez tôt. Les premiers jeux de plateau, c'est des wargames qui étaient en fait qui étaient des wargames mais moins réalistes, quoi, qui étaient plus à but ludique. Tout à fait. Maintenant qu'on est bon sur les wargames, on va pouvoir passer à la suite. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. C'est bon. On va pouvoir passer au GN, parce que c'est le deuxième genre ludique contenant du roleplay, du jeu de rôle, qu'on peut tracer dans l'histoire. Qu'on peut tracer. Ça va être un peu débattable, parce que pour le coup, de ce qu'on a un peu compris quand même, mine de rien, dans la définition du roleplay, c'est qu'il y a, du GN, pardon, c'est qu'il y a une dimension de fiction. Mais cependant, l'un des premiers trucs qu'on peut retracer sans forcément éléments de fiction, tant que ça, c'est quelque chose qui c'est typiquement des reproductions de bataille qui pouvaient avoir lieu à l'époque de la Rome antique. C'est les premières choses qu'on pourrait tracer comme ancêtres du grandeur nature. C'est quelque chose qui se faisait typiquement, comme l'exemple de la nomachie, qui est une représentation d'une bataille maritime où l'Empire romain avait, sous les ordres de César, de Jules César de l'époque, avait creusé littéralement un petit lac à côté du Tibre pour y mettre des bateaux et rejouer des batailles que Jules César avait gagnées. C'est un ego trip de fou, et en plus c'était pas les soldats qui étaient là, c'était des gens qui incarnaient les soldats et qui jouaient leur rôle. Donc on avait déjà cette dimension-là qui existait, et c'est quelque chose qu'on peut faire remonter jusque-là. Ensuite, là vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il est là, on a une photo d'Édouard III d'Angleterre. Enfin une photo d'un tableau d'un portrait d'Édouard III d'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Édouard III d'Angleterre, c'était quand même un personnage un peu spécial. Donc c'était le roi d'Angleterre entre 1327 et 1377. Et lui, ce qu'il demandait aux gens de sa cour, etc., c'était qu'en fait, les tournois médiévaux qui pouvaient exister, qu'on connaît, on a déjà vu dans des films ou des choses comme ça, avec des joutes à cheval, des mêlées générales de gens avec des épées, des armures. Lui, en fait, il demandait à ce que ce soit pas juste des nobliaux qui jouent leur rôle, mais qui se battent pour le sport. Il demandait à ce que ce soit qu'à ce que les gens incarnent des rôles fictifs. Il demandait à ce qu'on reconstitue des scènes du mythe arthurien. Et en fait, ça pourrait, dans les recherches qu'on a pu mener, c'est ce qui est considéré comme les premières itérations historiques du grandeur nature, et du coup, c'était intéressant pour nous d'en parler. C'est ça. Bon, alors encore une fois, depuis, ça a bien évolué. Globalement, un peu comme vous l'a expliqué Elise, et beaucoup mieux que nous, le GN, ça va être cette idée de faire un jeu de rôle en live où on va incarner un personnage dans la vraie vie avec ses habits, etc. Mais ça va pas simplement être du théâtre d'improvisation, parce qu'il va aussi y avoir des systèmes de jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des statistiques, des façons d'infliger des dégâts, etc. Donc c'est pour ça que ça peut se dégager du théâtre d'impro. Globalement, comment c'est né ? Un peu comme vous l'a dit Louis, ça vient un peu des reconstitutions historiques.
mais aussi et surtout, par exemple, dans les années 1900, des murder parties. Donc un endroit où on se rassemble tous dans une pièce, il y a eu un faux meurtre mis en scène, et on doit savoir qui est le coupable. Et ça peut aussi être attaché, bien sûr, au théâtre d'improvisation, où ça a largement puisé ses inspirations. Et forcément, on va en parler juste après, ça peut aussi... forcément, les gens qui jouent au GN jouent aussi à des RPG papier, dont on va vous parler juste après. Et en fait, ce que nous, on a trouvé vraiment super cool dans le GN et qui vraiment... on trouve que un peu son point fort, c'est ce côté appropriation, en fait, des univers par les joueurs joueurs, c'est-à-dire que ça va vraiment être la forme de jeu ludique de roleplay, où on va vraiment pouvoir littéralement jouer son personnage dans la vraie vie, quoi. Donc en termes d'appropriation de l'univers, etc., c'est assez exceptionnel, encore plus que toutes les autres formes qu'on va vous présenter, quoi. Tout à fait. On va pouvoir passer à la forme ludique de roleplay suivante, qui sera évidemment le jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier, bon, qu'est-ce que c'est globalement le jeu de rôle papier? Alors, globalement, je dis très globalement, prenez ça avec des guillemets qui font littéralement la taille du slide. C'est des gens qui s'assoient autour d'une table, et avec un maître du jeu, et qui vont chacun incarner des rôles au sein d'une histoire. Des rôles uniques, c'est ce qui va être l'une des nouvelles choses avec le jeu de rôle papier. On va incarner un rôle et pas potentiellement comme dans les wargames, incarner un général d'armée ou genre incarner une armée entière. Et tout ça autour d'une histoire, donc ça va s'articuler autour d'une histoire et d'un système de jeu. Ça va être les premières itérations de forme des genres ludiques de roleplay, où on va avoir des systèmes de jeu très poussés. Et qui c'est qui a commencé avec ça? Eh ben, assez facilement, c'est D&D, évidemment. C'est Donjons et Dragons, qui est le premier très très gros jeu de rôle papier, qui est sorti en 1974 et qui est notamment qui est une œuvre qui va s'inspirer assez facilement, enfin, on s'en doute assez facilement des œuvres de fantasy de part et d'autre, notamment Le Seigneur des Anneaux. Et c'est D&D qui vont inventer un des premiers gros systèmes du jeu de rôle, qui est le système de G2D et donc de D20 typiquement. Le D20, c'est D&D. Les fiches de perso avec des stats, c'est potentiellement des choses qu'on faisait avant dans le GN, mais c'est quelque chose qui va prendre encore plus d'ampleur avec le jeu de rôle papier. Ce qu'il faut comprendre par contre à cette époque-là, qu'on se situe dans les années 70, très early 80, le jeu de rôle papier, c'est quelque chose qui est très niche. C'est globalement des gens déjà assez mal perçus par le grand public, ceux qui vont jouer à des jeux de rôle papier encore à l'époque, et c'est surtout des gens qui sont très fans d'univers fantasy, et c'est quand même une niche assez réduite dans la population à l'époque, dans la population occidentale à l'époque. C'est ça. Mais malgré tout, même si c'est une niche, ce qu'il faut comprendre, c'est que D&D, ça a été un immense succès de niche. C'est énorme en termes de vente déjà à l'époque. Ouais. Et ça va créer la suite dont on va vous parler juste maintenant. Exactement. Et du coup, forcément, après D&D, il y a d'autres choses qui sortent, mais en fait, ça va toujours être assez axé sur des univers fantasy, assez axé sur des systèmes assez lourds, jusqu'à ce que, forcément, la pratique se dilue un peu dans la société. On va avoir des jeux de rôle avec des settings avec des univers un peu différents et avec des systèmes un peu différents. On peut par exemple noter Vampire la Mascarade en 91, qui est un très très gros jeu de rôle aussi, et qui lui va avoir assez peu de systèmes de combat un peu de système de combat, et qui va surtout se concentrer sur les relations interpersonnelles entre les joueurs et joueuses qui vont incarner différentes factions dans un univers de vampires, et donc ça va être de la politique, etc. Et du coup, ça va vachement permettre de l'accessibilité aux jeux de rôle, puisque de plus en plus de gens, même ceux qui n'ont pas envie de s'attarder sur des systèmes super complexes, vont pouvoir jouer à des jeux différents. Et ça va être encore plus emphasé par le fait que dans les années 2000, tout le système de jeu de D&D, donc le système du D20, le système de stats, etc., tout ça s'est rendu libre de droit, et donc n'importe quel indépendant peut créer son jeu de rôle avec l'univers qu'il veut, en disant quelle partie du système il veut, pour faire un jeu de rôle, quoi. Et donc on va avoir de plus en plus de jeux différents, avec plus ou moins d'accessibilité, et ça va être de mieux en mieux perçu, en fait, parce que de plus en plus de gens vont y jouer en hobby un peu secondaire, de temps en temps, et du coup, ça va être de mieux en mieux perçu et de plus en plus dilué dans la société. Et au-delà de ce qui va permettre, au-delà du fait que ce soit libre de droit, ce qui va permettre que ça se démocratise très très fort, c'est que non seulement les gens vont pouvoir faire leur jeu, mais ils vont pas le faire de manière illégale en volant de la propriété intellectuelle. Ils vont pouvoir le faire de manière très très légale, et ensuite ils vont pouvoir commercialiser leur licence et leur jeu. C'est pour ça qu'on va voir apparaître énormément de licences à partir des années 2000 dans le jeu de rôle. C'est ça.
Bon voilà, une fois ça dit, on va pouvoir passer sur la partie qu'on maîtrise un peu plus, la partie jeux vidéo. On va essayer de vous... Du coup, c'est la dernière partie sur ce deux genres ludiques du roleplay. Voilà, mais pour le coup, comme c'est notre métier, forcément, on va être un peu moins frauduleux. On sera toujours frauduleux parce qu'on est évidemment des clowns à faire des jeux vidéo, mais on est un peu moins des clowns. On est un peu moins des clowns, des clowns avec des clowns sympas, quoi. Alors, pour parler du roleplay dans le jeu vidéo, ce qu'on va pouvoir commencer par dire, c'est que c'est quelque chose qui va naître aux alentours de 1975. On va avoir des premiers jeux textuels et graphiquement ultra limités et très basiques. On peut le voir avec celui-ci, juste ici, The Dungeon, dont je vais parler dans un instant. Et ça va être des jeux visuellement très basiques, mais très poussés en termes de mécanique, très poussés en termes de gameplay, et le tout basé sur basé sans forcément reprendre du coup par rapport à ce qu'on disait, le système de D&D. Pour le coup, ça va aussi, à cette époque-là, surtout en 75 et notamment The Dungeon, ça va aussi être très niche. Ça va être programmé par des universitaires qui sont des gens qui jouent à D&D. Donc c'est deux conditions de niche, donc ça va à ce moment-là être assez refermé. Mais on a quand même, et c'est pour dire à quel point, mine de rien, le roleplay dans le jeu vidéo et le RPG, du coup, le genre RPG, le genre role-playing game, c'est quelque chose d'hyper important. C'est que les premières grosses dates du jeu vidéo qu'on peut citer, par exemple, c'est 1972. Donc c'est le succès commercial de Pong, donc l'un des premiers gros jeux avec succès commercial, et ensuite l'Odyssey, qui est la première console qui est sortie la même année en 72. Et donc tout ça, c'est seulement 3 ans avant. Donc le genre roleplay dans le jeu vidéo, ça a été quasi immédiat. C'était un coup de foudre instantané entre les deux genres. Et ensuite, dans les années 80, donc on va avoir des premiers autres exemples de jeux qui vont apparaître sur des trucs plus grand public, sur des ordinateurs personnels que des gens peuvent avoir chez soi, même si à l'époque, ce sera quand même des micro-ordinateurs assez limités. Et ces jeux-là, ça va essentiellement être ce qu'on va appeler des dungeon crawlers, donc des jeux où on va explorer des donjons. Évidemment, on joue quand même sur des systèmes basés sur D&D, donc des donjons et des dragons. Mais on va avoir des exemples qui sont encore hyper parlants aujourd'hui. Par exemple, on a Rogue. Rogue, vous le voyez, quand on disait que c'était limité graphiquement, tout ce qu'il y a dans le jeu en termes d'affichage, ce ne sont que des caractères de texte. Ton personnage est un arrobase sur des lignes de points. Donc, pas grand-chose à l'époque. Par contre, Rogue, c'est pas pour rien qu'on a encore aujourd'hui des jeux qui s'appellent des roguelites et des roguelikes. Ce sont des jeux qui sont intégralement inspirés du système de Rogue, parce que Rogue, en 1980, c'est le premier jeu avec une génération procédurale de l'histoire et des maps. Et c'est quand même déjà une avancée de fou. L'année plus tard, on va avoir Wizardry, qui sera le premier jeu à avoir l'un des premiers jeux qui aura des sprites, et ce sera le premier où on aura des combats tour par tour en vue première personne, parce que ces combats-là, ce sera vraiment des sprites dessinés à la main, des images dessinées à la main, enfin à la main via ordinateur, qui vont apparaître face à toi, et c'est ça que tu vas affronter. Et ces jeux-là, plus potentiellement un qu'on ne peut pas citer, qu'on n'a pas mis en GIF, on n'a pas trouvé de GIF dessus, qui est Ultima, qui sera le premier RPG avec une immense map, qui va devenir du coup l'un des précurseurs en termes d'open world aussi. C'est les jeux qui vont créer le monde du RPG dans le jeu vidéo dans les années qui vont suivre. Quasiment tout part de 1980-80. C'est ça. Et du coup, on va pouvoir ensuite, vous allez comprendre pourquoi, mais on va diviser ça en deux branches un peu. On va voir ce qui se passe en Occident et ce qui se passe au Japon. Et globalement, ce qui va se passer en Occident, c'est qu'on va continuer à avoir beaucoup de jeux en fait qui sont dans la veine des premiers, donc des jeux basés sur le système de D&D avec un univers assez fantasy, etc. On a par exemple Pool of Radiance qui fait partie de la série Goldbox. Et globalement, qu'est-ce que c'est Pool of Radiance et pourquoi ça a beaucoup marché et beaucoup marqué? Parce que juste c'est le jeu qui est basé sur le système 2.0 de Donjons et Dragons. Donc littéralement, Donjons et Dragons est toujours là. Et en fait, après un certain temps, dans les années 90-95, les RPG commencent à être un peu sur le déclin, parce qu'il y a des jeux plus orientés action qui sortent, plus orientés jeux de shoot, etc. Et il va falloir renouveler la formule un peu pour s'en sortir, et c'est ce qu'on va faire à un certain nombre de jeux, comme par exemple, on va par exemple avoir Diablo, qui va réussir à se renouveler avec par exemple une nouvelle caméra. On voit qu'on n'a plus du tout la même vue, avec aussi des jeux qui sont plus orientés action, donc on va pas avoir du combat au tour par tour, on va pouvoir directement utiliser ses capacités pour combattre les monstres. On va aussi avoir toute la série des Elder Scrolls, et notamment Morrowind, qui vont littéralement ouvrir la porte au monde ouvert, donc c'est-à-dire qu'on peut aller n'importe où sur la map, faire les missions qu'on nous donne dans l'ordre qu'on veut, etc. Et ça, c'est
une vraie révolution pour briser la linéarité des histoires qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ça va pouvoir nous permettre de raconter plein de trucs de manière très différente. Et on va aussi, pour voir à quel point les RPG c'est important, on a aussi des grosses licences qui sont adaptées en RPG. Par exemple, Star Wars Knights of the Old Republic, qui est un jeu, encore une fois, qui montre qu'on s'oriente beaucoup plus action, parce que ça va principalement être de la bagarre. Et ça montre à quel point le RPG est toujours aussi important. On adapte des énormes licences en utilisant des RPG. Et on va du coup maintenant voir comment est-ce que ça évolue au Japon. Et globalement au Japon en fait ça évolue aussi à partir de Wizardry et Ultima que Louis vous a présenté, parce que en gros ce qu'on peut dire c'est que les gamers un peu cool du Japon ils jouent à des jeux importés d'Occident, et du coup ces gens-là ils ont joué à Wizardry et Ultima. Et le truc, c'est qu'ils ont voulu refaire aussi des RPG, mais eux, ils développaient des jeux pour des consoles, donc pour la Famicom, donc la NES, mais au Japon. Et du coup, ils ont sorti Dragon Quest, qui est un peu les combats de Wizardry et la map d'Ultima, mais sur console, donc beaucoup plus simple, beaucoup plus orienté sur l'histoire, les personnages, etc., avec beaucoup moins d'input, et donc beaucoup moins de possibilités d'entrée des commandes. Et en fait, tout ça, ce jeu-là, Dragon Quest, il va littéralement ouvrir la porte à tous ce qu'on appelle les JRPG, donc les role-playing games, les Japan role-playing games, et notamment, par exemple, les séries des Final Fantasy. On a pu remettre notre gif régulier de Final Fantasy 9. On est très très content. En même temps, c'est le seul meilleur jeu jamais sorti, donc jouez-y. Exactement, mais aussi et plein d'autres jeux en fait, et c'est tellement présent le JRPG qu'on a dès 94, donc littéralement 8 ans après, la série des Mother 2 qui sort, et qui est littéralement un jeu qui se moque de tous les codes du JRPG, parce qu'il y en a énormément qui sortent en fait, donc c'est vraiment un genre qui est surreprésenté. Et le dernier exemple qu'on peut citer, toujours dans cette idée que le JRPG ça se veut toujours plus accessible, plus intéressant par l'histoire et par le jeu que par les systèmes ultra poussés, on a les séries des Zelda qui vont toujours s'attacher à créer une superbe ambiance, avoir une magnifique bande-son, etc. et moins à avoir un système très proche de D&D avec des fiches de stats, etc. Donc beaucoup plus action et histoire, quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on en retire de tout ça dans le monde du jeu vidéo? Parce que bon, nous on parle beaucoup de jeux vidéo, mais en même temps c'est notre domaine. Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Eh ben que les RPG, même encore aujourd'hui, aujourd'hui on est en ça jusqu'aux années 2010, hein, parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas aujourd'hui en 2020, typiquement en 2022, sinon ça serait assez limité pour parler de choses. C'est qu'on a toujours énormément de RPG qui sortent. C'est un genre qui ne décline quasiment pas, qui existe alors qu'il existe depuis la naissance du jeu vidéo presque. Et c'est toujours des choses basées sur les systèmes de D&D. On a, comment ça s'appelle? On a globalement, par exemple, Skyrim, qui est un mastodonte immense du genre du RPG, sorti en 2011, et qui contient toujours des stats, contient toujours des systèmes d'inventaire, contient toujours un monde avec des donjons et des dragons, etc., etc. Mais c'est quand même un genre, le roleplay, le RPG dans le jeu vidéo, qui va s'étendre et qui va créer des enfants. J'ai mentionné Rogue tout à l'heure, et par exemple, là, on a Into the Breach, qui est un roguelite. On rappelle que Rogue, c'est sorti en 80. Ce jeu-là est sorti en 2018, et il est directement enfant de Rogue, pour des raisons de génération procédurale, de choses qui s'enchaînent potentiellement aléatoirement, etc. Et tout ce genre-là, en plus, le Rogue, ça a été créé par des indépendants à l'époque, et c'est toujours un genre très indépendant dans le monde du jeu vidéo. C'est ça. Oui, et Rogue qui était un jeu moche à l'époque, alors que là, Into the Breach, c'est quand même assez joli. C'est quand même du pixart un peu cool. On a évolué. Ouais, voilà, on a quand même évolué en 50 ans 40, ouais, un truc comme ça. De faire des maths. Après, le RPG et ses mécaniques, c'est aussi des choses qui sont diluées dans d'autres genres. Autant ça a évolué pour en créer, autant ça s'est mélangé à d'autres genres du jeu vidéo. Par exemple, Cyberpunk 2077, pour lequel on a aussi un contrat de le caler dans chaque chronique, comme Final Fantasy IX. C'est un RPG, mais c'est aussi un open world, c'est aussi un jeu de tir à la première personne. C'est aussi un jeu avec une très grosse narration, alors que ce qu'on vous disait, c'est que c'était les RPG occidentaux, c'est plutôt des jeux à mécanique et à système qu'à narration. Et ça a également un setting et un environnement qui est hors, enfin qui n'est pas de la fantasy. Donc quelque chose qui n'est pas inhérent à D&D pour le coup. Excusez-moi. Et c'est pas tout, ce qu'on a aussi.
Et on a. Je me suis perdu dans la Globalement, note. là, ce qu'on peut dire, c'est que les mécaniques de RPG vont aussi se diluer dans d'autres jeux. Par exemple, dans plein de jeux d'aventure, on a des inventaires Oui. et des statistiques, alors que c'est des trucs qui viennent du RPG. Et c'est des trucs des mécaniques qu'on a pu prendre du RPG pour les C'est glisser ça. dans d'autres jeux. Je disais que le RPG s'était mélangé à d'autres genres, mais d'autres genres se sont aussi mélangés au RPG en prenant des choses dedans. C'est ça. La réciproque était vraie. Qu'est-ce qu'on en retire aussi dans le monde du jeu japonais, du JRPG? Qu'est-ce que c'est devenu maintenant? Comment ça a évolué? Et ben ça a gardé. En fait, pour le coup, le JRPG, ça a évolué d'une certaine manière assez différemment du jeu européen, même si je vais vous expliquer quand même après il y a eu des mélanges, mais ça a évolué assez différemment. Ça tourne toujours. C'est toujours des jeux, pour la immense majorité du marché du RPG japonais, qui tournent moins sur des mécaniques de gameplay et sur des systèmes très lourds que sur de l'histoire et des thématiques fortes et des personnages forts. C'est des jeux qu'on va avant tout retenir pour ce qu'ils ont raconté plutôt que ce qu'on a vécu en y jouant en termes gameplay. Mais là, comme j'ai dit, du coup, l'inverse existe aussi. J'y reviendrai juste après. Mais on a par exemple Xenoblade Chronicles qui, pour le coup, est un jeu qui a su revendiquer et adapter à sa sauce les codes du RPG occidental en ayant des systèmes ultra lourd. Xenoblade Chronicles, pour si vous n'y avez pas joué, c'est du JRPG, mais hyper complexe en termes de mécanique. Il y a énormément de choses à gérer à la fois. C'est pas très ouvert pour le coup, mais par contre, ça reprend des codes du JRPG occidental, mais par contre, c'est quand même avant tout une histoire qui est très forte et des personnages très forts qui sont mis en avant dans le jeu. C'est ça. À côté de ça, on a toujours le monde du JRPG d'origine qui se développe, hein, avec des jeux comme Breath of the Wild, qui sont toujours des jeux faits pour un public moins expert en jeux vidéo. C'est des jeux auxquels on peut débuter le jeu vidéo avec des jeux tels que Breath of the Wild, qui est quand même une politique de développement très japonaise pour le coup en termes de marché du jeu vidéo, mais qui pour autant reprend aussi quelques petits éléments du monde du RPG occidental, avec des mondes très ouverts, plus de mécaniques de gameplay. Par rapport à d'autres jeux, on va avoir des armes qui cassent et ce genre de choses. Et on a des jeux, on a des jeux comme les jeux From Software qui pour le coup vont eux complètement dans le contresens de ce qui se faisait avant au Japon, avec des mécaniques extrêmement dures. C'est des jeux faits pour te taper dessus, et c'est des jeux où tu vas retenir les combats de boss et les combats. Et du coup, on va pouvoir finir un peu avec l'ouverture, on va dire, de cette chronique. C'est globalement les jeux qui sont pas faits pour ça, mais où on fait quand même du jeu de rôle. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de jeux où, genre, on va juste jouer au jeu pour se connecter et se créer un univers fictif. Par exemple, on peut citer Garry's Mod, qui est un jeu bac à sable où on peut faire tout et n'importe quoi. Et un des premiers modes de jeu qui a été créé dessus, c'est un mode de roleplay où on va pouvoir incarner des bandits, des policiers, tout un tas de rôles comme ça. Et donc en fait, c'est un attrait qui est super fort actuellement dans les jeux vidéo, c'est ce côté roleplay en fait. Dès qu'il y a possibilité de créer un mode de roleplay dans la vidéo, il va être fait et les gens vont y jouer. Tout à fait. Et c'est globalement la dernière chose qui est apparue dans le monde du roleplay. Dans les genres ludiques du roleplay, c'est les jeux où il y en a, mais on va en créer un autre, ou alors il n'y en a pas, et on va en créer, et on va pouvoir se créer des univers et incarner des personnages et jouer avec des systèmes différents du jeu à l'intérieur de jeux vidéo. C'est ça. C'est un peu comme un espèce de EGM, mais dans un espace virtuel. On va incarner un personnage dans un espace virtuel. Si on voulait vulgariser à Donf comment ça se passe. C'est ça. Et voilà. On vous remercie de nous avoir suivis pendant cette longue chronique. De nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses comme à chaque fois. On espère que si vous avez appris des choses, vous êtes content de les avoir apprises. On est très content que vous nous ayez écoutés. Et on fait des gros bisous. À tout de suite pour la discussion. On est très content de vous avoir entendu. En tout cas, moi, je le suis. J'espère que, oui, a priori, les gens dans le chat en direct le sont aussi. Bravo pour cette chronique. Je trouvais ça super intéressant de connecter ça, le jeu de rôle comme ça, avec le JV. Est-ce que, a priori, vous ne saviez pas exactement trop au début comment connecter votre chronique à cet épisode, mais vous avez quand même bien réussi à le faire, je trouve. C'est gentil, merci beaucoup. Trop bien. En même temps, il y avait, comme on s'en a rendu compte, il y a beaucoup de choses à dire sur le roleplay et la gestion d'incarner des personnages, etc. Enfin, la manière d'incarner des personnages, etc. dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est inhérent au jeu vidéo quasiment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les premiers jeux comme ça, les premiers jeux qui le permettaient.
Nous, on travaille dans ce milieu, mais en fait, on travaille quasiment sur du RPG toute notre vie. Maintenant, tous les jeux, quasiment ont une narration. On incarne un personnage et un personnage fort, et avec des systèmes anciens qui, du coup, se répètent dans tous les genres, dans tous les genres de jeux. C'est ça, c'est ça. Puis en plus, c'était aussi rigolo de faire le côté historique pour voir, en fait, du coup, pour reconnecter un peu à ce que tu fais, toi, Elise, avec du jeu de société et du GN. C'est rigolo de voir qu'en fait, tout se traverse, quoi. Globalement, les jeux vidéo, ils viennent de D&D, qui viennent des GN, qui viennent des trucs, et c'est marrant. Qui viennent des premiers wargames. Et en fait, ouais, ça, globalement, c'est un immense monde interconnecté, quoi. Voilà. C'était nous. Espérons que ça vous a plu, hein, évidemment. Ouais, c'était intéressant, comme tu dis, le côté historique. A priori, vous aviez un petit peu quelques questions que vous aviez envie de poser à Elise. Ouais. Alors forcément, nous on est étudiants en game design, donc faire des jeux c'est un peu notre métier. Du coup, comme toi aussi, on s'est posé un peu des questions sur, en fait, c'est quoi pour toi la différence entre quand tu fais du game design et du game design pour un serious game, quoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que l'apprentissage c'est facile à intégrer dans un jeu? Est-ce que c'est souvent une contrainte ou est-ce que justement c'est de là que tu pars pour créer ton jeu, etc. Alors moi, j'ai que créé des jeux pédagogiques. Personnellement, c'est plus facile, peut-être aussi parce que j'ai démarré avec ça et que j'ai fait que ça. Mais justement, ça donne une contrainte. Et vu que je suis meilleure pour raconter des histoires que de trouver des mécaniques, pour moi, c'est plus simple parce que c'est... En fait, les mécaniques sont plus ou moins logiques et vont naturellement avec ce qu'on cherche à transmettre. Et ensuite, on l'emballe dans l'histoire, disons. Et il y aura plus de storytelling à travailler et à créer, alors que justement, si on part entre guillemets de rien, il faudra créer des mécaniques et créer tout un système qui fonctionne. Et pour moi, en tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Et en l'occurrence, quand j'avais créé le jeu Local Business chez Entrée de Jeu, moi, j'étais en illustration et puis mon collègue était au game design. Ouais, ok, je vois. Donc c'est vraiment le contenu qui va driver ton... Ok. Intéressant. C'est rigolo parce que, nous, du coup, c'est vraiment le... Enfin, comment dire, nous, on n'a pas du tout cette vision-là. Genre, vraiment, nous, on va être en mode... on fait des mécaniques et après, on verra si jamais ça s'adapte au contenu, quoi. Mais c'est vrai que... Surtout, même typiquement, nous, on a des branches de narration dans... Parce que nous, on fait pour le coup, je pense qu'on est beaucoup moins... comment ça s'appelle versé que toi dans le côté apprentissage par le jeu. Ce que Jules a appelé du serious game tout à l'heure, des choses qui ont pour but d'apprendre ce que tu veux via le côté ludique du jeu vidéo. Oui, je travaille, Titon. J'arrive, je viendrai plus tard. Mais voilà. Mais du coup, je me suis perdu avec cette histoire. Je sais plus où j'en étais. Mais en fait, oui, nous, du coup, typiquement, c'est ce que disait Jules, c'est que nous, on va d'abord penser mécanique, alors qu'on a des branches narration, par exemple, où on travaille tout le temps avec des artistes graphistes visuels, 3D ou 2D, ou carrément juste concept artiste dessin. Mais en fait, c'est rigolo, parce que nous, on va vraiment d'abord penser mécanique, et ensuite, on va travailler ensemble, et pas du tout dans l'autre sens. Donc c'est marrant de voir les différentes manières de travailler. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Et en termes de questions qu'on avait aussi pour toi, parce qu'en fait, nous, pour le coup, le GN, je sais aussi que non, le GN, on n'en pratique pas. C'est ça. J'ai jamais essayé. Jeu de rôle papier, j'en ai déjà fait, ce genre de choses, mais GN en soi, jamais. Et en fait, on s'est posé la question assez naturellement dans la situation de nouvelles personnes dans du GN, tu sais, nouveaux pratiquants, nouveaux machins, qui connaît rien du tout, potentiellement, il a jamais tenté l'improvisation, etc. Comment est-ce qu'on apprend à quelqu'un à pratiquer ce genre de roleplay, quoi? Comment est-ce qu'on apprend le GN à des gens? S'il y a des alors déjà, il y a un briefing qui est toujours fait avant le jeu, déjà pour rappeler un petit peu les mécaniques. Comme des fois, on a aussi des mécaniques pour se frapper ou bien pour s'agresser ou des choses comme ça, il faut toujours reparler de la sécurité physique et émotionnelle. Du coup, il y a toujours un petit peu une introduction du jeu et de comment il fonctionne.
Après, il y a aussi souvent des ateliers de mise en jeu juste avant que le jeu commence, où, où là, on va tester soit des comportements, si je peux dire, qu'il y a dans l'univers. Par exemple, on avait fait un GN qui se passait pendant la Première Guerre mondiale, et du coup, c'était aussi de se mettre dans le mindset de comment est-ce qu'on pensait à cette époque-là. Et on avait des ateliers de jeu justement, typiquement pour les femmes qui étaient considérées comme inférieures et qui étaient aux ordres, entre guillemets, de leur mari ou de leur père. Il y avait ce truc de oui, vous êtes soumise, mais d'un autre côté, vous êtes protégée. Il y avait tout ce mindset à avoir. Et du coup, il y a tout ça qui peut aider à jouer. Et après, la plupart du temps, il y a quand même une bonne partie des gens qui ont déjà joué du GN, qui embarquent les nouveaux venus. Et comme c'est de l'improvisation, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est hyper dans son personnage et par exemple qui est hyper en colère et qui commence à sortir de ses gonds, tu peux pas rester indifférent. Enfin, tu peux, mais disons que tu as de base cette implication émotionnelle qui vient plus ou moins naturellement. Ouais, bien sûr. Je vois. Émotionnellement, c'est assez facile de se mettre et il y a des explications de système au début, quoi. Ok. Oui, en plus, ouais. Pour le GN nordique, donc celui que moi je pratique, oui. Après, moi, j'ai aussi débarqué dans le GN avec 10 ans de théâtre dans les pattes, donc disons que je suis pas... je suis pas forcément le bon exemple pour parler de ça. Oui, c'est sûr. Ouais, ok. Fondamentalement, c'est sûr, du coup, t'avais un pied dans le fait de jouer un rôle, quoi. C'est ça. Ok. Mais typiquement, c'était... Enfin, excuse-moi, je refollow un peu dessus. C'était déjà arrivé de voir, du coup, tu sais, comme tu disais, embarquer avec toi quelqu'un qui, genre, découvre complètement et qui, du coup, tu sais, a pas forcément la clé de comment improviser. Enfin, tout bêtement, tu vois, qui ne sait pas, genre, qui n'est pas forcément versé là-dedans. C'est pas le répondant en face. C'est ça, tu vois. En fait, comment je pense que ce sera potentiellement la dernière question, comment tu gères ce genre de situation en tant que, du coup, personne qui a 10 ans de théâtre avant de commencer le GN? 10 ans, t'as dit, c'est bien ça? Ouais, à peu près. Qui a 10 ans de théâtre dans les pattes avant d'entamer le GN et qui, en plus, du coup, le GN, tu t'es déjà pratiquant potentiellement depuis un moment. Comment tu gères quelqu'un qui, genre, n'a jamais fait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et si jamais, comment t'as fait, tu vois? Parce que c'est une question qu'on se pose, tu sais, en termes de nous, faire des tutoriels, entre guillemets. Alors, ça m'est déjà arrivé en tant qu'organisateur d'avoir du coup des personnes qui débutaient le GN avec mon jeu. À ce moment-là, on est beaucoup plus à disposition de eux. Disons qu'il y a un signe parce que la plupart du temps, on est en jeu. Mais par exemple, pour une raison, on doit sortir du jeu, il y a un signe où en fait, on met le poing sur la tête comme ça. Enfin, ça dépend. Il y en a, c'est ça. Il y en a, c'est dans l'autre sens. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs gestes, mais là, en tout cas, moi, c'est le point sur la tête signifie que tu n'es pas en jeu. Et à ce moment-là, en fait, tu peux parler avec l'organisateur qui viendra te parler et puis qui te dira est-ce que c'est bon, est-ce que tu as des axes de jeu, est-ce que tu t'ennuies ou ça va comme ça. Et par exemple, si la personne ne sait pas quoi faire ou ne sait pas comment réagir à une situation, on peut prendre ce temps-là pour discuter hors jeu avant que la personne retourne dans son rôle. Ok. Ouais, je dirais ça. Après, en tant que joueuse qui emmène des nouveaux joueurs dans le GN, c'est bien lui expliquer au préalable un peu ce qu'il va vivre et puis lui montrer des photos ou des vidéos pour montrer un petit peu à quoi est-ce qu'il peut s'attendre. Ouais. Ouais. Ok. Sinon, j'ai organisé aussi un atelier justement, mais là c'est aussi pour des apprentis comédiens. Un atelier où c'est utiliser les outils du GN dans la pratique de l'art dramatique. Et là, donc, c'était une classe et il y avait une partie théorique où on leur explique ce que c'est le GN avec une partie discussion. Ensuite, on leur fait vivre un GN. Et à la fin, il y a un peu ce feedback de OK, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que, selon vous, on pourrait utiliser dans votre pratique pour vous aider à vous mettre en personnage ou de mieux tenir, de mieux
se représenter les émotions d'un personnage Ouais. si par exemple il est très loin de notre personnalité. Ok. C'est génial ça, comme projet de De fou. pouvoir faire entrer comme ça des acteurs dans ce monde-là. Et puis surtout, c'est super intéressant de voir comment est-ce que c'est possible en tant que noob du GN, que c'est complètement Ouais. possible de rentrer dedans. Donc voilà, vous avez maintenant, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, les clés. Si jamais vous voulez tenter, allez-y. Vous pouvez tout à fait le faire. Sur tous ces univers, jeux c'est vidéo, jeux fascinant. de papier, GN, c'est pas. C'est fascinant, Déjà, tout c'est ça. fascinant. C'est fascinant et en toute objectivité, hein, je travaille pas du tout dans ce milieu. Mais surtout, oui, en fait, nous on est aussi là pour ça, c'est répondre à un message de. En vrai, c'est pas une niche fermée pour des espèces de pseudo-élites qui se serrent la main, hein, qui s'entretiennent entre elles. C'est ouvert à tous. On espère toujours avoir des nouveaux joueurs qui jouent aux jeux vidéo, qui participent au GN, qui jouent à jeux de papier. C'est ça. Surtout qu'il y a de plus en plus de trucs accessibles, comme on n'a pas assez de fou, le répéter. C'est un milieu qui cherche volontairement à s'ouvrir en réalité. C'est vrai. Élise, tu as commencé à parler d'un de tes projets, le 4e mur, comme on a pu le voir. Je voulais aussi discuter un petit peu avec toi d'autres projets que tu as pu faire, notamment justement ce jeu de société dont on a parlé un tout petit peu au début. Est-ce que tu voudrais le présenter un petit peu, Local Business? Il s'appelle, oui, il s'appelle Local Business, je l'ai devant mes Oui, c'est yeux. ça. Local Business, c'est un jeu de plateau que j'ai créé du coup dans le cadre d'entrée de jeu, donc le studio de création de jeux pédagogiques pour lequel j'avais travaillé. Et en l'occurrence, c'est un jeu de promotion pour le commerce de proximité. Donc c'était un jeu en fait qui avait été fait dans le cadre d'un appel à projet qu'on a fait en collaboration avec la ville de La Chaux-de-Fonds, pour ceux qui connaissent. Et en fait, donc cette ville avait mis sur le marché une sorte de carte de monnaie locale, enfin une monnaie locale sous forme de carte à recharger. Et du coup, on a fait un jeu pour promouvoir cette monnaie locale. Du coup, c'est un petit jeu de plateau familial où on a chacun des objectifs à réaliser, une petite liste de courses. Et on se balade à travers le plateau de jeu qu'on découvre peu à peu pour aller remplir les objectifs. Et puis après, on peut se mettre des barrières entre les tuiles pour s'empêcher d'aller à tel endroit. Et puis on peut... disons que plus on est nombreux et plus on peut s'emmerder. Et du coup, ça devient assez sympa. Génial. Bon, en tout cas, Trop c'est super stylé. Hein. On De est fou, d'accord. hein. Non, Bon, l'idée est le tue, ouais, c'est trop Pour stylé. savoir ce que c'est de créer un jeu de société, c'est quand même très stylé d'avoir réussi à faire ça. Ouais, de fou. C'est franchement. Génial. Bon, moi, je vous ai mis dans le chat et du coup en description de l'épisode, le site de la Nef Volante. Si jamais vous voulez aller regarder, il y a plein d'autres projets que tu as fait et puis on peut découvrir ton univers comme ça. Il y a aussi évidemment le lien Instagram qui s'affiche si jamais vous voulez découvrir l'univers d'Élise. On parle de jeux, vous le savez. Dans Créatalk, on aime bien faire un petit jeu à la fin. Donc je vous propose qu'on lance le jeu de cet épisode. L'épisode 5, le jeu. C'est maintenant. Hop là, il y a l'ancien sondage qui apparaît, mais c'est pas grave. Coucou Aménir. Ah, on ne t'entend pas. Salut, c'est le Marine. Tu ne t'es pas unmute. C'est bon. Ça y est, je suis en mute. Bonjour à tous. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, directement. Donc, bienvenue à tous, chers aventuriers, sur ce chemin accidenté que j'ai nommé le PowerPoint dont vous êtes le héros, ou le PPT pour les intimes. Wow. Afin de faciliter un petit peu votre marche, laissez-moi juste un petit temps pour vous expliquer un peu le concept. Donc, vous allez incarner une troupe qui se balade à travers les slides de ce PowerPoint.
Et à chaque étape, vous aurez soit une petite action, une question ou quelque chose comme ça à réaliser. Comme vous êtes une troupe, il va falloir que toutes vos réponses ou vos décisions se prennent en équipe. À vous de vous concerter du coup et puis à trouver un terrain d'entente. Vous aurez le temps pour ça, mais le temps passe vite, donc il sera quand même compté. Donc trêve de bavardage, commençons. Waouh. Alors je suppose qu'il faut qu'on récupère du coup nos dés. Oui, si vous avez des dés / applications, il vous faut un dé avec 6 faces, si c'est possible. L'application, moi, j'ai pas de dés. Sorry. Bah alors, mec. Sorry, ils sont abordés pour mes dés. Ça dit qu'on aime bien les jeux, mais il n'y a pas de dés à la maison, bizarre. N'hésitez pas non plus. Est-ce que vous êtes tous prêts du coup ? Ouais. Oui. C'est parti. Alors, pour un petit peu de contexte. Il était une fois une reine et un roi qui voulaient instaurer une nouvelle loi. De bon matin, ils rassemblèrent leur peuple sur la place centrale et déclarèrent « Toute forme de jeu, soit-elle réalisée avec des cartes, des dés ou des osselets, est proscrite, et ce, sur le champ. » Le peuple touche à foin se plaint, mais une troupe de valeureux mages et guerriers, donc ça c'est vous, décide de se lancer tête baissée dans une quête des plus nobles, sauver le jeu et son essence qui est capturée par cette royauté égarée. Bien sûr, il y aura un barde, tout comme toujours, il y a toujours un barde. Toujours un petit barde. Je joue le barde. C'est toi le barde, Kirby. Alors, en avant. C'est bien gentil de se lancer dans une aventure comme ça, si épique, mais par où commencer ? Vous allez avoir 2 possibilités de trajectoire. Soit suivre l'azimut Brutus vers le 43e méridien, soit braver le grand froid du Nord. Donc là, je vous laisse discuter entre vous. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Aller vers le méridien, aller vers le Nord ? Dites-moi. Moi, le Nord, ça... Bah, il fait ça, ouais. Ça fait moins envie, non ? Je sais pas. Ouais. 43e. Alors, en tant que personne qui adore se foutre dans la merde, j'irais vers le nord. C'est toujours beaucoup plus drôle quand il y a du challenge. Ah, on peut, hein. On part sur le Nord, du coup ? Ah, bah allez, allez. Parti. Oh là là. Sous la neige et dans le froid. Attends, pardon, parce que c'est un jeu vraiment à choix multiples là, mais c'est exceptionnel ce que tu nous dis. C'est exceptionnel. Ça a bossé de fou. C'est le PPT, vous êtes le héros. C'est trop bien. Sous la neige et dans le froid, vous bravez vaillamment le Grand Nord jusqu'à tomber nez à nez avec le Yéti de ces montagnes. Et le Yéti, vous le savez, peut s'avérer colérique si vous ne jouez pas avec lui. Oui, il vous propose donc de résoudre une énigme avant que vous puissiez continuer votre chemin. L'énigme est la suivante. Sans voix, il crie. Sans ailes, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. En fonction de si vous trouvez la réponse ou pas, je vous laisse 1 minute et demie. Je crois que j'ai la ref. Je crois que je sais, ouais. Voilà. J'ai lu le bouquin, je crois que j'ai la ref. Ça vient d'un bouquin. Écoutez, vous êtes une équipe, vous devez tous choisir ensemble, donc si vous savez déjà, n'hésitez pas à le dire. Hein. Bah attends, je vois Kirby sur Yeti, je m'en fous. Il envoie Kirby sur Yeti. Le barde. Joue-nous une petite musique. Vous pouvez constater des potentiels résultats et puis après vous choisissez. C'est Christophe le barde et puis ça. Ah ouais, Pour moi, j'imagine que c'est le vent, mais je suis pas sûr. Ok. C'est en effet la réponse donnée dans le Sarzano. Pas dans le tout le monde du coup. Bah ouais, le vent, hein, monsieur Yeti. Le vent. Alors c'est parti, la réponse c'est effectivement le vent. Let's go. Votre cerveau en ébullition vous a sauvé d'une mauvaise passe, ou plutôt le Seigneur des Anneaux apparemment. Ah dis donc, ça a bien réfléchi là. Tout tremblant après avoir vu le Yéti, vous arrivez à la Clairefontaine. Son eau claire vous appelle. Mais vous désaltérer ne semble pas chose évidente, les robinets parlent et ne s'ouvriront pour vous laisser boire que si vous répondez avec justesse à la question du jour.
Alors pour ceux qui ont déjà vu mon autre jeu, vous allez très vite comprendre ce que c'est la question du jour. Il y a quelques temps maintenant, une œuvre sortie le 2 novembre, donc aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, marqua les esprits. Est-ce que cette œuvre, c'est le premier épisode des Totally Spies ou la sortie du single et clip Thriller de Michael Jackson? Honnêtement, égalité les deux, je pense. Déjà, les deux sont révolutionnaires. Ça, c'est pas la question. J'ai pas la ref. Sortie de... C'est pas en Sciences Anneaux, j'ai pas la ref. Redis le... Alors, on sait en quelle année c'était ou c'est juste 2 novembre? C'est le 2 novembre. L'année, ça aide un peu. Il y en a un des deux qui est sorti le 2 novembre et un des deux qui n'est pas sorti le 2 novembre. À vous de savoir lequel est lequel. Enfin, juste de me dire lequel est sorti le 2 novembre selon vous. On peut choisir le 43e méridien à partir de là ou pas? Ouais, non, parce que là. Il y a Non, parce qu'il y a deux choix, mais il y a le droit à combien clip, là. Ah, vraie question. Alors, si je ne me trompe pas, les deux sont sortis en même temps. Ah. On aurait pu peut-être... Je sais même pas si ça nous aurait aidé. On a un sondage qui s'est fait pour répondre sur Twitch. N'hésitez pas à y répondre pour le chat. Et ce qui est dit dans le chat, c'est réel. C'est que si jamais le marketing de Michael Jackson était chaud, sortir un clip d'Halloween le 2 novembre... C'est vrai. C'est pas... Ça concorde, tu vois. Les deux de C'est pas le destin ont fait une vidéo sur Halloween le 2 novembre. Peut-être que Thriller a fait la même chose. Du coup, il y a deux choix, mais il y a droit à combien d'erreurs? Est-ce qu'on répond à Thriller? On répond à Thriller. D'accord. On répond à Thriller. Moi, c'est on répond à Thriller. Thriller, la troupe est d'accord? La troupe est d'accord. Ouais. Ah. Eh bien, c'est juste. Pour la référence, le premier épisode des Totally Spies n'est pas sorti le 2, mais le 3 novembre. Oh là là, c'était ça si attendu. Du coup, c'était le 2 novembre 1983 que le single et vidéoclip de Thriller est sorti. 83. Trop fort le chat en fait. On va dire un Totally Spies, c'est quand même trop bien. Alors... Ah, je me suis perdue avec vous dans la forêt. Donc, on arrive à la forêt. Où est-ce qu'elle est, la forêt? Pardon. Juste devant MJ, je la vois, il y a un arbre lumineux. C'est rigolo, ces plantes, là. C'est quoi ça? Donc, pardon. Finalement, le 43e méridien. Ouais, en vrai, finalement. Moi, je pense que c'était une route qui se faisait. Ouais. Excusez-moi, je me suis retrouvée. Vous avez donc suivi les directions que les robinets vous ont données suite à la bonne réponse et vous débouchez sur une clairière dans la forêt de la lune envoûtante. De magnifiques Lununsi Roi, ça veut dire champignon bleu en elfique, pour ceux qui ne parlent pas couramment elfique, s'étale à perte de vue. Le temps presse et vous devez continuer votre chemin, mais pourquoi ne pas remplir un peu votre itinéraire avec cette petite beauté bleue? Vous avez le choix, soit vous vous dites les champignons c'est toujours bon et vous remplissez les poches avec des champignons, soit vous vous dites ils sont quand même bleus les champignons. Donc peut-être que c'est pas une bonne idée. Champignons, c'est pas toujours bon. Ouais, je tiens à noter qu'il y a quand même des robinets qui parlent avant, donc les champignons bleus, c'est pire. Oui, après, j'avoue, en réel. La manette, ça se fait pas. Elle a quand même dit on se remplit les poches des champignons, pas on les mange sur place. Donc, il n'y a aucun risque même si on les cueille. C'est pas faux. On peut les transporter, tu vois. C'est pas faux. Au pire, on les fait goûter au guerrier, il a une plus grande barre de vie. Si jamais ça se passe mal, et il se dira rien, tu vois. Ouais, non, le Bard, il est toujours chaud pour ouais, c'est cool, pardon. Ah, t'as choisi. Il faut poser le Bard, c'est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'après, si ça se trouve, prendre les champignons, ça va réveiller un arbre et tout, il va vouloir nous taper. Ouais, en plus, sur les ents, là, non, vas-y, ils sont bleus. Ah, je sais pas, moi j'avoue que la réflexion d'Élise me paraissait intelligente en mode bon bah on les prend, tu vois, on les mange pas. Ah, on est divisé là, on est divisé. Après, je pense qu'il faut aussi le conseil d'Élise, il faut chercher le plus dégueu là, il faut prendre des champignons bleus. Ouais, c'est ça. Histoire de chercher la merde un peu. Ah, on a aussi les viewers qui nous disent de prendre les champis. Ok, ouais.
Il s'agit de manger les champignons, j'ai des chapeaux. Hein. Prenons les champignons. Prenons les champignons. Non. Attendez. T'as cliqué sur le. Ouais, on n'a pas pris les champignons. Oh non. Oh non. Oh là. Non, on voit rien. Il vient de taper de ses hallucinations là. On voit rien. Chut. Écoutez, c'est moi qui fais le jeu. Vas-y, dis-moi quand est-ce que tu. Dis-moi quand est-ce que tu. C'est bon. Spoiler de ma boule. Pardon, il y a eu un petit souci de cliquage, je me suis trompée. Du coup, hallucination, c'est effectivement vrai, parce qu'en fait, quand vous avez ramassé les champignons, eh ben, il y avait une sorte de petite poudre qui s'est échappée, et donc là, maintenant, vous vous retrouvez dans un endroit où le ciel est rose, les oiseaux parlent, la pluie tombe du sol, et puis la lune distribue des barbes à papa. C'est beau, ça a l'air plutôt cool. Mais c'est quand même un peu étrange. Et soudain, vous comprenez que vous êtes en train de rêver, votre toupie, elle tourne depuis plus d'une heure, quelque chose ne va pas. En unissant vos forces, vous pourrez peut-être vous faire basculer hors d'Oniri. Pour cela, vous invoquez le sort de détonation. Et tous ensemble, du coup, vous jetez vos dés. Let's go. Si la somme est supérieure à 18, la déflagration sera suffisante pour vous réveiller. 6. Du coup... Oh. Moi, c'est un 3. Alors, attendez, il faudrait que... Dites-moi lentement les chiffres ou pas tous en même temps. Ah oui, j'ai pas précisé. On n'a pas le temps, c'est celui-là. Alors, attends. 6. 3. Oh, l'échec est cuisant. 3. Voilà. 3, 6, 2, 3, 1. Ah oui. Vous êtes donc... Alors, j'ai fait une moyenne entre Jules et Louis, parce que j'étais partie du principe que vous jouerez en team. Pas de soucis. Non, sur 2, Pierre. Si vous présentez du coup, c'est bon. Donc, ça veut dire que c'est pas 18, mais c'est 13. Tout va bien, je fais des calculs. Vous n'avez pas compris, mais c'est bon. Tant que t'as compris, c'est bon. Ok. Vas-y, tu feras le prochain, on en fait un sur 2. Vas-y. Vous me faites confiance, tout va bien. Game Master. Le MJ qui triche déjà, c'est absurde. La déflagration a été suffisante, donc vous pouvez vous réveiller. Ah oui, il y avait une petite tête de mort là. Et vous avez réussi à... Alors effectivement, c'est peut-être... J'ai un petit peu zappé un truc, une petite explication entre les deux parce que j'ai oublié de mettre une autre slide, mais c'est pas grave. Non, il y a un bon TGTF quand même. Mais je vous l'explique. En gros, voilà, vous étiez dans votre rêve et puis finalement vous avez réussi à vous en sortir et vous êtes tombé d'Oniri directement devant la tour où le jeu était enfermé et vous avez réussi à le libérer. Let's go. Pendant notre rêve, en fait, finalement, on a réussi à sauver le jeu. Exceptionnel. Trop bien. On a libéré le jeu grâce au jeu. Littéralement les somnambules de l'hôpital qui sont enfuis. Oh, trop Alors, bien. c'est effectivement un petit peu rapide, mais c'est pas évident de faire un jeu qui dure que 10 minutes avec beaucoup de choix. Mais si vous voulez, je peux mettre à disposition le reste pour les gens qui veulent continuer à y jouer parce qu'il y a plein d'autres trucs rigolos qui auraient pu se passer. Ah ouais. Trop bien. C'est tout un métier de créer des jeux. Eh oui. C'est On connaît, c'est pas facile. exceptionnel. Ah non, mais c'est la première fois là qu'on a un format comme ça dans Creatalk. C'est une première, c'est exceptionnel. Wow. Si tu veux plus de PowerPoint avec des boutons, ça peut s'arranger. Incroyable, franchement, j'ai découvert ça. J'ai beaucoup pensé à vous, du coup, surtout à toi, Kirby, avec tes PPT. Mais quand j'ai découvert les liens, c'est révolution, c'est incroyable, j'adore. Un jour, je te montrerai l'onglet d'animation pour faire des dingueries, si tu veux. On va se retrouver avec des PPT exceptionnels sur Creatalk. On va rien comprendre. Tu sais qu'on peut mettre des sons, c'est Bon, les sons, on verra. Bon, bah voilà, on a sauvé le jeu. Wouh. GG à tous. GG à tous, bravo. Bravo. Ce jeu qui d'ailleurs va conclure cet épisode de Creatalk, à moins que certains d'entre vous veuillent dire un petit mot. On a bien aimé, on a bien profité. C'est bon, ça va. Ça a passé si vite. Oui, c'est passé si vite et en même temps, on a carrément été bon dans les timings, j'ai l'impression. Avant de nous quitter, les chroniqueurs et apartistes savent ce que je vais te demander, Élise. Ah ouais. La fameuse question. On a une habitude
La bonne réponse, c'est FF9. Pour tous ces gens qui viennent et qui passent sur ce beau plateau de Creatalk, de lui poser une petite question, et donc il va falloir y répondre. Tu verras, c'est une question un petit peu métaphysique, oui, c'est vrai. Connais-tu Créabot? C'est la mascotte de cette émission que vous pouvez maintenant d'ailleurs mettre dans le chat. Oh là là, il y a une nouvelle émote. Donc, Créabot, notre mascotte, part à la recherche de la vie dans le cosmos. Il va chercher la vie. Qu'est-ce que tu lui confierais pour qu'il le donne à cette potentielle forme de vie? Attention, ça peut être un jeu, un film, un message, un texte, une image, n'importe quoi. Comme message à apporter Ah, à l'autre forme de vie, je suis exactement. pas sûre d'avoir compris ce que tu demandes. C'est ça, la fameuse question. Qu'est-ce que tu donnerais à un robot pour qu'il l'envoie à une autre forme de vie? Ça peut être n'importe quoi. C'est la fameuse question. Tout le monde est un petit peu tombé dans la réflexion avant de répondre. On a eu du FF9, Final Fantasy 9 de la part de Kirby. Des musiques et des livres de la part des uns et des autres. Alors, c'est vrai que mais ça dépend de tellement de paramètres. Ouais. Parce que comme ça, je dirais pourquoi pas un instrument de musique, Mhm. mais du coup, ça suppose qu'il y ait de l'oxygène. Du coup, c'est compliqué. En Qu'est-ce soi, que- ça peut qu'est-ce être. qu'on On pourrait- peut partir dans un univers hypothétique où la forme de vie peut utiliser son instrument de musique. On est sur une question d'hypothèse. Essayons de se permettre. Tu peux tout te permettre. Si tu veux me répondre un instrument de musique, t'as le droit. On s'en fout de toutes les lois métaphysiques. Exactement. Par exemple, tu as le droit d'envoyer un texte écrit en français. Le robot est un traducteur, donc il va pouvoir traduire à la forme de vie. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense que je lui donnerai un ordinateur. Ouais. Et il y a assez de trucs. Si on part du principe qu'on peut être euh, câblé pour avoir une connexion ou du moins de la batterie, vu qu'on enlève toutes les conditions métaphysiques. Exactement. Je pense qu'un ordinateur, c'est assez représentatif de notre civilisation C'est actuelle. vrai, ouais, mais complètement. Créabot part avec un câble fibre dans les mains, avec son ordinateur. Bien sûr. C'est exceptionnel ça comme réponse. C'est vrai qu'on a eu rien aussi. Panchoa qui avait. C'était Panchoa qui avait. Non. Non, c'était Jules. C'était Jules. C'était Jules. Je ne sais Jules même qui avait plus. répondu rien, ça sert à rien. Non mais Il faudrait une petite. c'est mon envie de faire chier. Voilà, donc un ordinateur qu'on va pouvoir ajouter dans la besace de Créabot. Ils vont en avoir des choses, les formes de vie potentielles. Ok, bah merci beaucoup de t'être joué au jeu de cette question. Je vais te poser une dernière question, là pour le coup relativement simple. Est-ce que on peut avoir un petit peu tes actualités? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que tu as parlé d'un court-métrage sur lequel tu bossais avec Black and White Productions. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler? Dans les choses qui vont arriver prochainement, des projets personnels, non. Après, il y a tous les spectacles sur lesquels je travaille au théâtre. Ouais. Mais du coup, c'est pas les miens. Et sinon, j'ai déjà parlé des GN. Il y a des projets qui actuellement sont encore dans ma petite tête et qui sont pas encore en cours de création. J'ai pour idée de peut-être lancer aussi des podcasts. On ne sait pas encore exactement, soit ça va partir sur des histoires racontées, parce que mon cher et tendre est compositeur à l'image, ou du moins aimerait le devenir.
En tout Ah, cas, il génial. compose de la musique. Et du coup, on va peut-être monter un projet tous les deux pour raconter des histoires ou pour des discussions philosophiques en tout genre, on ne sait pas trop. Mais voilà, on a des projets, mais ça, c'est encore, c'est encore en maturation. Ok, donc à suivre évidemment hein, sur le compte Instagram, Tout La à Net fait. Volante. Je suppose qu'il va y avoir des petites news là-dessus. Oui, Bon, bah, dès qu'il y a le court-métrage qui sort, évidemment, ouais. Et puis faudra du coup, aller bah, le regarder. parlons Après, aussi je un sais petit peu juste. un petit shout-out à Black and White Productions, tant qu'à faire. Mais oui, parlons des copains. Parlons des copains qui bossent dans pas mal de choses. Je vous invite à aller voir évidemment aussi ce qu'ils font. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à vous. tous d'avoir été là, mes amis chroniqueurs, artistes, et à toi, Élise, d'être venue sur ce, encore une fois, j'aime bien dire plateau, je sais que c'est pas un plateau, mais c'est rigolo. Évidemment, n'oubliez pas d'aller suivre tout ce beau monde sur tous les réseaux. Je vous les remets une fois sur le chat et ils sont dans la description. De la rediffusion YouTube, du podcast. Je sais même pas si on peut faire ça. Ça marche? Ouais, trop cool. J'ai le OK. En parlant de tous ces réseaux, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @CreaTalkShow. Vous pouvez nous écouter et nous rejoindre soit tous les 2 mercredis à 18h30, soit sur YouTube. La rediffusion arrive dans quelques jours. Et les podcasts, là en ce moment, on est en train de tous les sortir. Donc vous pouvez aussi nous retrouver en podcast. Je suis toujours aussi content de cette news, je vous avoue. Voilà, merci à tous. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ouais, à bientôt. Bye bye. Merci. Bye.